Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Frontable. Bonjour à Hugo. tous, salut Jean. Ça va, tu vas bien? Bien et toi? Oh, ça va, ça va. Très très bien. Aujourd'hui, Euh, nouveau podcast assez particulier. Ouais, c'est un nouveau format qu'on inaugure. Un format pour lequel on est encore en train de réfléchir au nom. D'ailleurs, donc Donc on le va- titre du podcast, on sait pas encore. C'est ça. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous faire un deep dive, donc une analyse approfondie sur une action en particulier. Donc aujourd'hui, ça va être évolution AB. Donc c'est toi qui as choisi l'action là. C'est moi qui ai ton choisi action. l'action, effectivement. On fera évidemment d'autres podcasts de ce type. Yes. On vous dit pas encore quelle sera la prochaine action, mais c'est Jean qui l'a choisi. Et donc là, en fait, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de faire une analyse beaucoup plus longue. Donc, je pense que ça va durer 1h30, peut-être plus. On sait pas encore combien de temps ça va durer. Mais ça va être beaucoup plus long que les formats qu'on peut vous proposer sur nos chaînes perso respectives. Pourquoi ? Parce que sur nos chaînes, forcément, les formats de vidéo, ils doivent rester sur des formats de 20 minutes. On peut pas s'étendre trop C'est dur des sur fois. le sujet. C'est dur. C'est dur. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment d'avoir une analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde, où on peut en parler beaucoup plus en détail. Donc on avait... Comme ça, ouais, vous aurez l'avis d'Hugo et mon avis sur la société. Ouais. Donc évolution AB, toi t'es plutôt pour. C'est ça, moi je suis plutôt pour. Et Toi, moi, je sais pas encore, mais t'es en train de changer d'avis. je suis encore. On va voir ça au fur et à mesure de la vidéo. On va voir Il y ça. a une analyse d'action qui est disponible sur ta chaîne. Moi, à l'heure où ça va sortir, elle sera disponible aussi. Ouais. Donc, au moins, vous aurez les deux avis et le format long ici. Au moins, il y aura plus de secrets pour vous à la fin de la vidéo. Exactement. Et aussi, donc on a pensé à un nom pour ce format qui pourrait être Analyse 360. On n'est pas encore 100% convaincu. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à vous aussi si vous avez des idées de noms pour ce type de format autre que analyse d'action, parce que c'est trop, c'est déjà ce qu'on fait sur nos chaînes, c'est trop, il nous faut quelque chose d'un peu plus original et qui communique plus l'idée qu'il s'agit vraiment ici d'une analyse profonde, d'un deep dive, presque d'une thèse d'investissement, même si c'est pas vraiment une thèse d'investissement. Donc n'hésitez pas à nous dire vos idées en commentaire. Absolument. Alors, voilà. Écoute, déjà, pour commencer, on peut commencer par dire quelles sont nos positions actuellement dans la société. Je te laisse commencer. Alors moi, donc, je suis pas encore, en tout cas, je suis pas actionnaire dans Evolution AB. Donc j'ai fait une analyse d'actions sur YouTube et j'ai pas encore pris ma décision pour savoir si je l'achetais ou pas. Je pense que ce deep dive va être peut-être le moteur d'un futur achat ou pas. Je sais pas. Honnêtement, on va voir ça un peu au fur et à mesure de la vidéo où je vais vous expliquer mes craintes et aussi les grands avantages d'Evolution AB selon moi. Et toi, Hugo? Alors moi, je suis déjà actionnaire de la société. J'ai 32 actions chez Evolution AB. 32 actions, donc moi je l'ai acheté à la bourse de Stockholm, donc au Nasdaq de Stockholm, avec le ticker EVO. Donc c'est l'action primaire de l'entreprise. J'ai un PRU de 1179 SEK, donc couronne suédoise, pour un total investi d'environ 3346 €. Je l'ai acheté sur le PEA, parce que c'est une action européenne, suédoise, que l'on peut acheter sur le PEA. Moi, je suis passé par Bourse Direct. Pour ceux qui sont chez Bourse Direct, attention, je le rappelle, l'ordre se fait uniquement par téléphone pour les marchés nordiques. Donc, quand on dit marché nordique, c'est Danemark, Norvège, Suède et je crois aussi Finlande et tout ce qui est Estonie, Lituanie, etc. Et moi, mon objectif sur cette action, c'est une détention long terme. Et pour moi, c'est une action qui a le potentiel d'être un 10 ou 100 baggers dans le futur. Donc, c'est-à-dire de faire x10, voire pourquoi pas x100 dans les 20 prochaines années. Alors, juste pour le SEK, c'est la couronne suédoise. C'est ça. Donc, faut pas que ça vous fasse peur. Hein, c'est pas 1000 SEK égale 1000 €. Faut partir du principe où 1000 SEK, donc 1000 couronnes suédoises, pour avoir un prix grosso modo en dollars ou en euros, faut diviser par 10 de mémoire. Donc 1000 SEK va être environ grosso modo 100 € à 100 €, 100 dollars et quelques. C'est ça, tu vois, par exemple, le PRU de 1179 SEK, je crois que c'est à peu près 102 € de PRU sur l'action. Ok. Voilà. Sachant que, petite aparté, il y a d'autres places boursières sur lesquelles vous pouvez trouver Evolution AB. Vous pouvez notamment la trouver cotée sur Bourse Direct, par exemple, sur Xetra en Allemagne, au London Stock Exchange à Londres, et elle est aussi cotée aux US avec le ticker FTEVVTY. Mais ça, ce sont des actions dérivées. Ce n'est pas l'action principale. L'action principale, elle est bien cotée à la bourse de Stockholm. Donc si vous voulez acheter l'action principale en couronne suédoise, faites bien attention à ça.
à ne pas acheter l'action sur Xetra ou sur le London Stock Exchange ou l'action américaine. Et par exemple, vous pouvez l'acheter directement, donc l'action suédoise chez Interactive Brokers aussi, mais chez Trade Republic, par exemple, ce n'est pas possible. Chez Trade Republic, il n'y a que l'action qui est cotée à Xetra. Alors, j'ai plus le ticker en tête, je crois que c'est E3G1, un truc comme ça. Ouais, c'est pas dur à regarder. Voilà, enfin, de toute façon, si vous êtes chez Trade Republic, sachez que ce n'est pas la vraie action, entre guillemets, que vous allez acheter. C'est un dérivé qui sera coté en euros, et donc forcément, avec le taux de change, etc., la performance de votre dérivé coté en euros ne sera pas exactement la même que celle cotée en couronne suédoise, puisqu'on aura des effets de change en fait tous les jours qui impacteront le cours de l'action. Ok. On passe à la présentation de l'entreprise. Eh bien écoute, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors j'ai vu par contre, toi tu commences par l'histoire, on va commencer par l'histoire à la rigueur, comme ça on va vous faire un petit débrief. Donc, effectivement. Evolution AB, il y a 5 dates à retenir. En 2006, c'est le début. Donc, d'Evolution Gaming, ça ne s'appelait pas encore Evolution AB. En 2010, 4 ans après sa création, elle a déjà son premier prix international d'industrie. Tout à fait. Sachant qu'en 2006, peut-être pour une précision, elle a été fondée par Jens von Baar et Frédéric Lars Joseph Osterberg. Alors, c'est assez dur à dire, c'est le nom suédois. Et avec pour un seul objectif en tête, révolutionner l'industrie des jeux d'argent en ligne. Ok. En 2015, c'est l'IPO, donc elle rentre en bourse, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle rentre en bourse au Nasdaq de Stockholm. Tout à fait. Pourquoi le Nasdaq d'ailleurs? Parce que toutes les places nordiques ont été rachetées par la société Nasdaq. Enfin, pas toutes, parce que par exemple Oslo c'est Euronext, mais Copenhague, Stockholm et Helsinki par exemple, ce sont des bourses qui appartiennent au Nasdaq. Je crois qu'on a aussi, en Lituanie, Estonie, tout ça, c'est Nasdaq aussi avec Riga. Bref. En 2018, elle va signer, dis-moi. 2015 aussi, à noter que Martin Carlsund devient le CEO de la société. Ouais, c'est vrai, je suis pas mis. En 2015, on a aussi Todd Hofstadter qui rentre dans la société en 2015, mais on va revenir sur le management un peu plus tard, puisque donc l'équipe des 2 fondateurs n'est plus au management de la société à partir de l'IPO en 2015. Et un très bon point aussi, mais on en reviendra juste après, c'est que le PDG de 2015 est encore le PDG actuel. Oui. Ce qui est plutôt un bon point. Tout à fait. Ensuite, en 2018, ça va être le début des acquisitions. On va voir que qu'Evolution AB est un pur player vraiment de, pas des fusions-acquisitions, mais en tout cas des acquisitions de sociétés pour croître. Elle va notamment en 2018 donc acheter Ezugi, donc ça va être plutôt un beau moteur de croissance par la suite. Et c'est aussi le début sur le marché américain. Donc il y a eu un accord qui a été fourni entre le service de casino en live du Hard Rock Hotel Casino, donc c'est quand même une belle référence de casino là-bas, et Unibet. Donc là, Unibet, si vous avez été parieur comme moi en tout cas, vous devez sûrement connaître. Ouais. On peut aussi rajouter dans la liste Casino Atlantic City. Ouais. Donc c'est un peu le Las Vegas de la côte Est aux États-Unis. Ensuite, de 2020 à 2022, moi, qu'est-ce que j'ai mis, c'est que beaucoup d'acquisitions, enfin, il y a une série d'acquisitions, notamment entre NetEnt, Red Tiger et No Limit City. Donc tous trois des sacrés bestiaux quoi dans le marché du casino. Et à noter que ces 3-là, alors Ezugi, la première, c'était des solutions de jeux en live. Vous allez voir après, on va expliquer plus en détail le business model. Mais NetEnt, Red Tiger, Big Time et No Limit City, c'était des sociétés spécialisées dans les RNG Games, donc qui a permis à Evolution de se positionner sur ce segment des RNG Games. Et pareil, on va revenir dessus. On va expliquer ce que c'est RNG. Pas de panique. On a vu l'histoire, on fait le business model. Vas-y. Business model, donc comment l'entreprise gagne de l'argent. Alors je vous conseille vraiment de savoir, même si vous achetez du LVMH, une action que vous connaissez dans la vie de tous les jours, de vous intéresser au business model parce que c'est vraiment le moteur de l'entreprise, comment elle génère de l'argent et comment forcément elle va croître ou pas. Tout à fait. Donc le business model, elle développe et commercialise pour moi tout ce qui va être des jeux d'argent en live, donc le blackjack, la roulette, le baccarat, le poker et les machines à sous, le fameux slots en anglais. Je l'ai appris là. Je l'avais déjà vu ces slots, mais je savais plus que c'était machines. Ce sont les RNG Games. Et donc ça va être une diffusion exclusivement en live. En gros, pour que vous voyez, il va y avoir des vrais croupiers qui animent les parties depuis les propres studios d'Evolution AB. C'est ça.
Donc en fait, vous allez voir, vous allez être de chez vous dans votre canapé, vous allez pouvoir parier directement sur les cartes, etc. Enfin, jouer au poker, jouer, je sais pas, à la roulette et au blackjack de chez vous, et vous allez être, enfin, la partie va être animée par le croupier direct à partir de votre écran. Donc c'est des gens physiques, hein, c'est pas des intelligences artificielles, ce sont vraiment des vrais croupiers avec un cœur et des poumons derrière l'écran. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, on peut pas le partager en live, mais non, mais vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur YouTube, effectivement, de ce à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment voilà, c'est comme un Zoom call en fait, hein. Vous êtes vraiment en visio presque avec un croupier. Il y a une table et il y a une interface et le croupier distribue les cartes, fait tout comme ça, comme si vous étiez au casino en face de lui, mais au travers d'un écran. Bon. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Enfin, j'ai pas fini, mais ouais, effectivement, donc elle opère au travers de 2 segments spécifiques, comme on l'a dit. Les jeux en live, donc des jeux en live, voilà, donc tous les jeux de casino classiques, mais on peut aussi avoir des jeux d'argent un peu type, voilà, tous les jeux un peu télévisés avec les grandes roulettes, les trucs un peu animés. Ça, je crois que ça représente 89% du chiffre d'affaires d'Evolution AB. Et ensuite, on a les jeux RNG, donc les slots, comme t'as dit, donc ça va être tout ce qui est machine à sous, donc c'est vraiment des jeux aléatoires, en fait, des jeux de génération aléatoire. Et RNG, ça veut dire Random Numbers Game, donc jeu de génération de nombres aléatoires. Et ça représente à peu près 11% du chiffre d'affaires. Ouais, moi j'avais vu 85-15. Oui, ouais, c'est dans ces zones-là. Ouais, j'avais vu, parce que franchement, les gars, les femmes, hein, si vous êtes intéressés d'acheter Evolution AB, lisez le rapport annuel. Ouais. C'est un régal. Le truc, il fait 116 pages. Il y a des photos de partout, il y a des images, etc. Tout est bien expliqué. Franchement, c'était en fait, l'entreprise est un peu compliquée à analyser, mais le board facilite vraiment la chose en proposant des documents ludiques et vraiment bien construits de façon simple. Tout à fait. Et puis, si vous n'aimez pas l'anglais, vous pouvez toujours copier-coller tout ça dans ChatGPT. Si vous avez l'option premium de ChatGPT, vous pouvez même importer le PDF directement, ça va tout vous traduire. Je crois que même sur Google Translate, on peut faire ça. Alors, ça fonctionne pas sur Google Translate. J'ai essayé. En fait, il y a trop de pages. C'est à partir d'une 50aine de pages. On peut plus. Mais par contre, sur ChatGPT, vous le mettez en double écran. Hop. C'est nickel. Oui, ça marche très bien aussi. Ensuite, pour le business model, donc c'est intéressant de savoir, c'est exclusivement B2B. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir Evolution AB et de l'autre côté, les opérateurs. Les opérateurs vont représenter les Unibet, les DraftKings, etc. Donc les clients d'Evolution AB. Parce que Evolution AB, donc c'est du B2B, ça veut dire qu'ils ne vont pas traiter avec les parieurs, les joueurs, mais les sociétés de casino, etc. Ouais. Donc les opérateurs payent des frais de licence pour utiliser les jeux d'Evolution AB et donc les proposer aux clients finaux, les parieurs. Tout à fait. Et donc elle propose ces jeux donc via un modèle B2B comme tu l'as dit et au travers d'une plateforme qui s'appelle One Stop Shop. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur One Stop Shop? Donc One Stop Shop, c'est l'interface unique d'Evolution AB. C'est vraiment très intéressant parce que il va y avoir tous les jeux d'Evolution AB, là, donc le groupe, qui vont être disponibles directement sur One Stop Shop. C'est-à-dire que Unibet va se connecter à cette interface et va pouvoir avoir accès en fait à quasiment tout le panel de jeux juste en passant sur One Stop Shop. Donc une seule interface, c'est du back-end. Ouais. Donc là, si tu veux un peu expliquer, c'est ton domaine, ça un peu plus. Il y a un seul back-end en fait sur lequel viennent s'interfacer tous les clients d'Evolution. Et c'est une interface un peu à la Netflix. Vous pouvez imaginer le catalogue Netflix, sauf qu'au lieu d'avoir des films, vous avez des jeux de casino en l'occurrence. Et c'est vraiment à ça que ça ressemble. Et du coup, pour les clients finaux, c'est très pratique parce que les casinos ont juste besoin d'intégrer un seul back-end et ils ont accès à l'intégralité du catalogue d'Evolution AB au travers de ce back-end. À savoir que les opérateurs, donc Unibet, etc., peuvent également personnaliser les décors et les tables de jeu sur leur propre branding. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour Unibet, de mémoire, c'est du vert, le fond. Et donc, ça veut dire que Evolution AB peut mettre en avant la couleur verte dans leur studio quand ce sont des tables qui vont être réservées pour Unibet. Tout à fait. Et c'est un coût, évidemment, en plus pour les clients. Je crois que c'est à peu près entre 20 et 30 000 $ pour personnaliser une table sur un branding spécifique pour un client.
Donc ça rajoute, comme on va le voir un peu plus tard, des coûts de changement forcément en plus. Donc Evolution AB pour moi aussi va principalement se rémunérer par des commissions avec un pourcentage des gains réalisés aux opérateurs. Là, si tu veux un peu étayer ce propos. Tout à fait, effectivement. Donc c'est 30%. Donc on a des frais de setup pour les tables, on a également des frais pour la customisation des tables, et elle prend ensuite 30% de commission sur les revenus qui sont générés par les clients finaux. Donc quand vous pariez sur un jeu d'Evolution AB, Evolution prend 30% en fait de la somme qui est pariée. Donc ça c'est un très bon point parce que c'est des revenus qui sont très prédictibles et qui sont récurrents. Et en plus de ça, donc les intégrations se font soit sur les sites en ligne des casinos, donc tu l'as dit, type Unibet, on peut penser à Bet365 aussi, enfin d'autres acteurs, mais aussi en physique. En physique, donc dans les casinos, si vous allez dans un casino physique, vous pouvez retrouver des bornes sur lesquelles vous pouvez accéder aux jeux directement d'Evolution AB sur des bornes spécifiques. Ok. Il y a aussi d'autres sources de revenus. Vous avez vu que le business model d'Evolution AB est quand même assez large, assez vaste, et c'est vraiment très intéressant pour ça. Donc il y a d'autres sources de revenus qui sont plus faibles. Ça va notamment compter tout ce qui est frais d'installation pour les nouveaux clients, comme tu as dit tout à l'heure, les frais de mise à jour aussi, et les améliorations régulières pour les différents jeux que propose Evolution dans son portefeuille. Tout à fait. Et à savoir que les frais varient d'un client à l'autre. Les frais de BetClick vont être différents que DraftKings ou PokerStars, par exemple. Ça va dépendre du type de jeu, du nombre de tables et des heures d'activité, par exemple. Tout à fait. On peut noter aussi qu'elle fait, en termes de répartition géographique, c'est une société qui est vraiment présente dans le monde entier. Elle fait 39% de son chiffre d'affaires en Europe, 38% en Asie, 13% en Amérique du Nord. Donc on voit qu'elle a encore beaucoup de place en Amérique du Nord pour croître. 7% en Amérique du Sud et 3% dans le reste du monde. Donc pour le moment, ces deux marchés principaux, ce sont l'Europe et l'Asie. Ouais, absolument. On fait le management, on présente le management. Dernier point sur le business model, on peut aussi noter qu'elle a un atelier personnalisé qui s'appelle le Job Shop. Le Job Shop, donc c'est un peu une usine de fabrication interne qui lui permet de fabriquer directement des éléments pour les jeux. Donc ça peut être des éléments de branding par exemple, mais ça peut être aussi des éléments spécifiques, type des lanceurs de dés par exemple. Donc Evolution AB fabrique ses propres lanceurs de dés. Et par exemple sur les lanceurs de dés, ils sont plus performants que les lanceurs de la concurrence, puisqu'ils réduisent de 80% les erreurs d'arrête. L'erreur d'arrête, ça va être quand vous lancez un dé et qu'il atterrit sur une arête, et du coup le lancer est considéré comme nul. Ok. Le management, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, parce que toi, j'ai vu, tu t'es bien penché dessus, hein. T'as pris mec par mec. Ah oui, effectivement, ouais. Donc, au niveau du management. Donc, l'actionnariat. La petite gorgée de café. Alors, au niveau du management, le CEO, comme on l'a dit, il est arrivé en 2015. Il s'agit de Martin Carlsund. Donc, il était avant CEO de Highlight Media Group, de Eniro Sverige et de Eniro Sverige, Eniro Finland et 3L System AB. Donc il a été CEO de plusieurs boîtes avant d'arriver chez Evolution AB. Toutes suédoises apparemment. La Finlande, non, mais enfin en tout cas du marché nordique. Toutes suédoises, effectivement. Sverige, c'est en Suède, Finlande, Scandinavie. Il est également au board des actionnaires, Martin Carlsund, et il possède à peu près donc 684 710 actions dans la société, ce qui équivaut à une participation de 67 millions d'euros. Donc on peut dire que Martin Carlsund est aligné avec les intérêts des actionnaires, puisqu'il a beaucoup de skin in the game, il a beaucoup d'argent en jeu. Ensuite, on retrouve Todd Haushalter, qui est au poste de CPO. Donc CPO, c'est Chief Product Officer, donc ça va être lui qui va être à la conception de tous les nouveaux jeux, notamment. Avant, il était vice-président des opérations de jeux chez MGM Resorts. Donc MGM Resorts, c'est aussi un client d'Evolution AB, et c'est un mastodonte américain qui est coté en bourse dans les casinos. C'est notamment, il possède à peu près la moitié du strip de Las Vegas. Ah ouais. MGM Resorts, ouais. Ça, c'est la mafia, quoi. Ah ouais, dans MGM Resorts, c'est très très gros. Donc on voit que Todd Haushalter connaît son sujet, et il était également dans d'autres entreprises auparavant qui étaient spécialisées dans les jeux d'argent et les casinos en ligne. Et à noter qu'il a fait un master, il a fait un MBA
à Las Vegas. Donc vraiment, le mec, depuis le début, a baigné dans l'univers des casinos depuis toujours. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, et il est d'ailleurs même considéré comme le Steve Jobs de l'industrie des jeux d'argent en ligne. Carrément. Et c'est lui qui est derrière l'idée de la création de tous les jeux d'Evolution AB. Et c'est notamment grâce à lui que Evolution arrive à sortir autant de jeux innovants tous les ans. Et à noter que lui, donc, il possède à peu près 60 000 actions dans la société, soit environ 5,8 millions d'euros en jeu. Ok. Ensuite, on a Sébastien Johannisson, qui est CSO, donc Chief Strategy Officer. Donc lui, c'est un vieux de la vieille, il a rejoint la société en 2008, donc avant l'IPO. Juste, tu peux expliquer un peu ce que c'est CSO? Chief Strategy Officer, alors je saurais pas t'expliquer plus en détail. Ah bah non, mais oui, mais je suis con. Bon, du coup, je t'ai dit. Mais c'est le chef, en fait, c'est CSO, là, c'est le chef de la stratégie. Donc, en gros, c'est lui qui va diriger la vision du groupe à long terme, enfin, moyen-long terme. Donc, il a quand même un poste important, très important. C'est une des pièces maîtresses tout à fait d'Evolution. Et en plus, il est très senior puisqu'il a rejoint la boîte en 2008, donc vraiment 2 ans après la fondation et bien avant l'IPO. Et il possède 700 000 actions dans la société, c'est lui qui a la plus grosse part, donc ça équivaut à peu près à 68 millions d'euros. Donc pareil, on a du gros skin in the game chez lui. Et on a au poste de CFO, Chief Financial Officer, donc la compta en gros, Jacob Kaplan, enfin pas que la compta mais aussi tout ce qui touche à l'argent, depuis 2016, donc lui il est arrivé après l'IPO, et il possède comme Todd Haushalter 60 000 actions, ce qui équivaut à 5,8 millions d'euros. Alors maintenant qu'on a vu le management de la société, on va voir un peu l'actionnariat, donc qui détient en fait l'entreprise tout simplement. On a vu, il y a le board, il y a beaucoup de mecs du board qui ont des actions. Principalement, ça va être la Osterbard Venture AB. Donc, tout simplement, c'est la holding des cofondateurs avec 10,57% du capital, ce qui représente la première position de l'actionnariat chez Evolution AB. C'est un très bon point parce que ça veut dire que les cofondateurs, même s'ils sont plus à la direction de l'entreprise, ils sont quand même au contrôle du capital et on sait, c'est les actionnaires qui dirigent l'entreprise. Tout à fait. En grande partie en bourse. Ouais, ils ont 10% du capital et en plus ils sont toujours au board de la société. Les deux cofondateurs sont au board. Donc c'est un très bon point. Il y a aussi au board de la société Richard, Henrik et Joël qui ont 1,91%, 1,07% et 0,63% du capital. C'est des petits montants, enfin c'est des petits pourcentages, mais ça représente quand même, c'est dans le top 10 des actionnaires d'Evolution. Tout à fait. Et ces trois-là, les trois que tu as mentionnés, donc Richard Livingston, Henrik Willman et Joel Thomas Citron, ce sont des investisseurs privés. Donc c'est aussi selon moi un bon signe qu'il y ait des investisseurs privés dans la société, qui aient des parts aussi importantes et qui sont surtout actionnaires depuis longtemps chez Evolution AB. C'est clair. Donc on a vu le management, on a vu l'actionnariat, on va un peu se pencher sur le marché. Est-ce qu'il est en croissance ou pas? On va voir les parts de marché et le secteur donc d'Evolution AB. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est que le secteur il est en croissance. C'est le secteur des marchés mondiaux des jeux d'argent en ligne. Et il y a un CAGR de 20% depuis 2019 sur ce marché spécifique. Le CAGR, le taux de rendement annuel composé, voilà. Donc par an, il va croître de 20% depuis 2019, ce qui est quand même assez bien, contre seulement 4,6% pour l'ensemble du marché des jeux d'argent. Donc là, on va compter le loto, l'euro-million, etc. C'est pour vous donner à titre d'exemple, et surtout les casinos physiques. Les casinos physiques marchent beaucoup moins bien que, enfin en tout cas, une croissance beaucoup plus inférieure que le marché en live. Ce qui est un très bon point pour Evolution AB, qui lui opère principalement dans le live. Ouais. Moi, ce que j'avais noté aussi, c'est que le segment RNG, comme on en parlait tout à l'heure, il y a un CAGR de 20% également sur les 4 dernières années. Dans le rapport annuel, ils en parlent beaucoup parce que ça représente que 15% du chiffre d'affaires d'Evolution AB, mais c'est un secteur qui croît énormément. Ouais. Et chaque année. Donc, c'est un très bon point parce que même si là, niveau chiffre d'affaires, on est un peu 85% d'un côté et 15% de l'autre, et ben le RNG qui va prendre de l'ampleur, ça va pouvoir aussi un peu réduire ce delta de différence entre les deux segments principaux d'Evolution AB. Tout à fait.
Et aussi un très bon point qu'il faut le mettre en avant, c'est qu'Evolution AB, c'est le leader sur le marché pour son segment des casinos en live avec 60% des parts de marché. Tout à fait, et effectivement, donc tu as noté le CAGR passé d'environ 20%. On peut noter que les prévisions du CAGR, donc les prévisions de croissance sur le marché des jeux d'argent en ligne, donc on a 6,2% prévus jusqu'en 2029 par Statista. On a 12% de CAGR qui est prévu jusqu'en 2030 selon Grandview Research et 10,44% de CAGR qui est prévu jusqu'en 2029 selon Mordor Intelligence. Donc on voit que selon ces trois sites, vraiment le marché va continuer à croître et à croître sur des taux intéressants jusqu'en 2029-2030. Et ça, c'est un point très positif, surtout que Evolution AB, historiquement, a toujours cru. Ouais. Il a cru. Ouais, elle a toujours cru, c'est ça, c'est ça. Ouais. Elle a toujours cru plus vite que son marché. Donc voilà, une société qui évolue dans un marché en croissance et qui en plus arrive à croître plus vite que son marché, c'est vraiment des indicateurs qui sont très très bons. Comme tu l'as dit, elle est le leader sur les jeux en live, donc le live gaming, sur le segment live gaming. Et elle a également, elle cherche en tout cas à avoir une position dominante sur le secteur du RNG. Pour l'instant, elle est un peu en difficulté sur ce segment spécifique, on va revenir dessus un peu plus tard. Mais le segment du RNG pourrait représenter environ 79% du marché des jeux d'argent en ligne. Donc c'est un segment qui croît encore plus vite que le live gaming et qui pourrait représenter une part beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça qu'elle essaye vraiment de se positionner sur ce segment. Ok. Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le point du marché? Non, bah pour moi c'est une très bonne nouvelle parce qu'elle évolue dans un marché qui est en croissance. Et c'est mon premier red flag, si l'entreprise n'évolue pas sur un marché en croissance, pour moi, je veux même pas en entendre parler. Donc même si c'est un secteur qui est assez touchy, hein, parce que bon, c'est pas non plus le momentum en ce moment, les jeux d'argent, le fait qu'elle évolue dans un marché en croissance est un très bon point et va m'intéresser pour continuer de l'analyser. Tout à fait. Donc le marché, on a vu l'évolution AB, c'est checké, on va voir un peu les concurrents, on va essayer de les présenter. Et juste à savoir, hein, Evolution AB, ça représente 22 milliards de capitalisation boursière à l'heure actuelle. Donc Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les concurrents? Parce que c'est un secteur, on le sait, assez concurrentiel, ouais. Avec... Effectivement, il n'est pas le seul sur le marché. Effectivement, il y a quelques acteurs intéressants autres que Evolution. On peut noter Playtech. Playtech qui est le plus gros acteur du secteur. C'est un acteur anglais et c'est aussi le plus ancien. Donc il a été fondé en 1999. Et Playtech, ça a été vraiment les pionniers des jeux en live avec des premières solutions qui ont été commercialisées dès 2003. Et c'est d'ailleurs un acteur Playtech qui a des gros clients et des clients historiques comme Bet365. Mais on peut noter un point très très positif, c'est qu'au premier trimestre 2024, Bet365 est passé de Playtech à Evolution AB. Donc Evolution AB était depuis une dizaine d'années derrière Bet365 à essayer de les closer, à essayer de les faire passer chez eux, et ils ont enfin réussi. Donc ça c'est vraiment un point très positif puisqu'on voit que même les acteurs historiques perdent des parts de marché face à Evolution et perdent des acteurs qui sont très très gros. Ensuite, on peut noter deux acteurs qui ne sont pas cotés, Vivo Gaming, qui est plus petit et qui est privé, et Pragmatic Play, qui est également plus petit et qui est privé. Pragmatic Play, qui est notamment pionnier dans les jeux en HTML5, donc ça va être tous les jeux, pas les jeux Flash, parce que c'est pas la technologie Flash, mais tous les jeux accessibles sur le navigateur directement en temps réel, vous savez, les jeux en ligne un peu old school à l'ancienne. Et également, donc j'ai trouvé quelques informations intéressantes. Ah ouais, tu nous as sorti un tableau et tout, comparatif. Ouais. Donc ça, je pense que... Alors, on vous le mettra, pour ceux qui ont la vidéo, on vous le mettra sûrement en incrustation au montage. Mais en fait, c'est un tableau qui représente, vous pourrez le voir, donc les différents types de jeux. Donc on voit Best Blackjack Software, Best Baccarat Software, Best Roulette Software. Et en fait, ça classe donc par région du monde, par type de jeu, quels sont les meilleurs acteurs du marché. Et on voit que Evolution AB en fait est vraiment extrêmement dominant sur le tableau, et qu'on voit que Ezugi est extrêmement dominant, en sachant que Ezugi a été racheté par Evolution AB. Donc en fait, si on prend Evolution plus Ezugi, on a plus de la moitié en fait des cases qui sont occupées par Evolution. Donc c'est un point qui est très très positif. On voit qu'elle a une position vraiment dominante.
Et sur ce site, donc le site c'est... Ouais, tu peux le tirer. ouais, je vais te retrouver ça. Donc, pourquoi il est plus... C'est le dernier, je crois. Ah oui, donc le site c'est livecasino.com. Sur le site livecasino.com, donc on retrouve plein d'informations très très intéressantes. Et on voit que Evolution écrase la concurrence à la fois en termes de qualité de ses jeux, mais aussi en termes du nombre de casinos desservis, puisque Evolution dessert 37 casinos plus 30 via Ezugi, donc qui nous fait un total de 67 casinos desservis par Evolution Ezugi, contre moins de 20 casinos pour les autres, à peu près. Donc on voit qu'ils sont vraiment largement au-dessus en termes de nombre de casinos, mais aussi en termes de nombre de jeux, puisque Evolution AB possède plus de 134 jeux au total sur son catalogue, en comptant 40 jeux de la part de Ezugi. Donc ça nous apporte un total de 174 jeux et plus potentiellement de la part d'Evolution, comparé à une 60aine maximum de jeux pour les concurrents d'Evolution. Donc elle voit qu'elle a vraiment 2 fois moins, quoi, les concurrents. Voilà, on voit qu'ils ont vraiment une longueur d'avance, voire même 3 fois moins, à peu près. Ouais. Si on compte Evolution plus Ezugi. Donc on voit que ce soit en termes de casinos desservis, en termes de qualité de jeu, ou même en termes de nombre de jeux tout simplement qui sont créés, Evolution est largement au-dessus et met à l'amende tous ses concurrents. Donc ça c'est un point très positif que l'on aime voir dans une société. Ok. Et également en termes d'acteurs du secteur, même si c'est pas vraiment des concurrents, pour que vous puissiez situer, toi t'as noté quelques acteurs du secteur. Ouais, j'avais noté Flutter Entertainment à 32 milliards de dollars de capitalisation, donc au-dessus d'Evolution AB, mais c'est des acteurs dans le marché d'Evolution. Il y a Aristocrat Leisure à 21 milliards, donc juste en dessous. Ça, c'est des Australiens, mais ils sont pas tout à fait sur le même... Ils font pas tout à fait la même chose. Il y a FDJ aussi. Ouais. FDJ, 6,5 milliards de capitalisation. Ça, c'est l'acteur français que vous connaissez tous, même si c'est pas vraiment le même... non, c'est clair. Le même créneau non plus, puisque FDJ, c'est plus les jeux de PMU. Ouais, ça, tiercé, quinté. Et DraftKings, qui lui est un client d'Evolution avec 18,5 milliards de capitalisation boursière. Ouais, tout à fait. Et on va retrouver aussi en entreprise cotée dans les clients d'Evolution AB, MGM Resorts. Le fameux mastodonte de l'avant. Le mastodonte qui est aussi client d'Evolution. Ok. Voilà un peu pour le marché, pour les concurrents. Ok. Bon. Bah, c'est bien. Ce que je peux te proposer, Hugo, c'est avant de voir l'analyse fondamentale, parce que là, on a dit quand même pas mal de choses au niveau du business model, etc. On peut passer aux chiffres, parce que les chiffres, ça fait beaucoup dans une entreprise, et de voir un peu d'analyse quantitative. Donc, citer quelques ratios, les expliquer, et avant de passer à l'analyse fondamentale, un peu plus poussée dans le détail. Evolution AB. Tu veux commencer par l'analyse quantitative? Effectivement, ouais, on peut noter qu'on a des retours sur capitaux qui sont très très élevés. On a 77% de ROIC sur 10 ans et 25% sur 5 ans. Alors tous les chiffres qu'on donne sur l'analyse quantitative, il faut savoir que sur les ratios 10 ans, ils sont vraiment très très élevés parce que forcément c'était vraiment la première phase de croissance d'Evolution. Mais sur les ratios 5 ans et sur les ratios 1 an, on voit qu'ils ont tendance à se normaliser. Alors ça reste quand même des chiffres élevés, très élevés et supérieurs à la moyenne. Mais on voit que voilà, par exemple le ROIC est passé de 77% à 25% sur 5 ans. C'est beaucoup moins, mais 25%, ça reste tout à fait vraiment excellent. On peut noter que les marges, notamment la marge opérationnelle, c'est une métrique qu'il faut vraiment suivre chez Evolution. La marge opérationnelle est de 63%, et un point très positif, c'est qu'ils ont pris quasiment 40 points de marge depuis 2014, puisque la marge opérationnelle était de 26% en 2014. Donc on voit que plus Evolution grossit, plus sa marge augmente et plus elle devient profitable. Et ça, c'est un point qui est vraiment très, très important. Moi, j'avais vu aussi les free cash flow sur 10 ans. Alors, même si ça date 10 ans, mais la médiane des free cash flow, on est à 81% des free cash flow. C'est énorme. Ça veut dire qu'elle génère énormément de cash. Mais vraiment énormément de cash. Sachant qu'on a plus tendance à se normaliser autour des 20% depuis les dernières années. Mais 20%, ça reste énorme. Moi, ce que je regarde aussi pour l'analyse quantitative directement, quasiment c'est un de mes premiers ratios, c'est la dette sur EBITDA pour savoir si l'entreprise est endettée, parce qu'on sait qu'Evolution AB a a fait de nombreuses acquisitions. Donc forcément, on peut se demander si elle est surendettée ou pas. Et en fait, non, elle est à 0,06 de dette sur EBITDA. Donc ça veut dire qu'elle pourrait, en moins de 6 mois, tout rembourser. C'est vraiment un très bon point pour moi. Les earnings per shares, donc
Le BPA, le bénéfice par action, sur 10 ans, on est à 67,2%. C'est très bon aussi. Et moi, j'avais noté le CAGR, donc la croissance depuis 2019, on est à 38%, ce qui est très très bon. Et donc forcément, ça surperforme le S&P 500. Tout à fait. Allègrement. Et on voit que les marges se font ressentir et l'évolution des marges se fait ressentir, puisque la croissance est vraiment exceptionnelle, hein, que ce soit en top line avec 49% de croissance du chiffre d'affaires, mais plus on descend, on a 67% de croissance des EPS et 81% de croissance des free cash flow. Donc on voit que plus on descend dans la chaîne des résultats opérationnels et des free cash flow, plus on a une croissance qui est élevée. Donc ça, c'est vraiment très positif, puisqu'on a des free cash flow qui augmentent quasiment en fait 2 fois plus vite que le chiffre d'affaires. C'est ça. Par contre, dans l'analyse quantitative, ce que j'ai vu, mais là tu vas devoir m'expliquer, en tout cas maintenant ou juste après, il y a un point négatif. Un vrai point négatif pour moi, c'est les actions en circulation. Donc le nombre d'actions, il était de 175 millions 175 millions d'actions en circulation en 2014 et on est passé à 213 millions à l'heure actuelle, donc en 2024. Il y a une augmentation de 22% du nombre d'actions. Ouais. Là, donc il y a une dilution, hein, c'est ça, une dilution de l'actionnariat. Les actionnaires sont dilués. C'est ça qui m'a un peu fait tiquer. Donc ça va s'expliquer assez simplement, mais c'est vrai que le fait est qu'on est dilué. Tout à fait. En fait, tout simplement, en 2021 et 2023, c'est les 2 années sur lesquelles vous pouvez voir les pics d'émission d'actions. Donc Evolution a émis des nouvelles actions pour faire des rachats. Donc tous les rachats qu'on a cités au début. Donc effectivement, ça c'est un point négatif parce qu'elle a dilué ses actionnaires. Mais pour moi, c'est quand même compensé par le fait qu'ils sont en train de mettre en place une politique de rachat d'actions agressive. Et ça, c'est un point qu'on peut vraiment qualifier de très positif chez Evolution AB, c'est qu'ils écoutent le board des actionnaires, ils écoutent les actionnaires. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont une politique de dividendes qui est très très généreuse. Ils ont une politique de 50% de dividendes, donc c'est-à-dire que tout le cash qu'ils génèrent, ils reversent 50% aux actionnaires. Donc ça, on n'aime pas les dividendes. C'est quand même un signe positif dans le sens où ils ont vraiment en objectif de retourner de la valeur aux actionnaires. Et en plus de ça, donc en 2023 et 2024, le board a demandé à Evolution de commencer à mettre en place une politique de rachat d'actions, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Et Evolution a écouté le board, a accepté de mettre en place cette politique. Et donc ils sont en train petit à petit de mettre en place cette politique. Et on voit que le nombre de rachats d'actions a augmenté en 2023. Et donc ça, c'est vraiment un très bon point, parce qu'en fait, avec tout le cash qu'ils génèrent, même s'il y a eu une légère dilution, s'ils font des rachats d'actions tous les ans, ça va vraiment diminuer le nombre d'actions en circulation. Et vous le savez, moins il y a de parts de gâteau en circulation, plus votre part de gâteau va valoir cher. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ok. Ensuite, on peut noter qu'il y a très peu de CAPEX aussi sur Evolution. Ouais, CAPEX light. Très peu de CAPEX, puisque forcément, ce sont des jeux en ligne, donc on n'a pas de grosses infrastructures à faire fonctionner. Les seuls coûts... je pensais qu'il allait y avoir du CAPEX quand même par rapport à l'infrastructure de leur studio. Ouais, mais en fait, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, parce qu'ils ont juste des gros bâtiments à louer, et en fait, c'est surtout le personnel qui va coûter cher chez Evolution AB, parce que ça va être là la grosse dépense. Ils reposent énormément sur leur personnel, et surtout sur du personnel qualifié, parce que n'importe qui ne peut pas faire le rôle de croupier. Il faut quand même avoir une certaine expérience. Déjà, il faut savoir mélanger les cartes. Et ça, on verra ça dans l'analyse fondamentale, peut-être. Effectivement. Mais donc, du coup, en fait, il y a très peu de CAPEX, à part les studios et le personnel, comme on l'a dit, mais le personnel, ça rentre pas dans les coûts en CAPEX. Et également, on peut noter un deuxième point négatif sur l'analyse quantitative, c'est le goodwill. Oui. Parce que effectivement, Evolution a beaucoup de goodwill. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le goodwill, Jean ? Ouais, absolument. Alors, le goodwill, tout simplement, c'est quand une entreprise achète une autre entreprise. C'est comme en fait quand on achète une maison, on peut l'acheter surévaluée ou sous-évaluée ou au juste prix. Un exemple de goodwill que vous connaissez peut-être, puisqu'il en avait fait, on en avait entendu parler beaucoup, c'est quand LVMH avait racheté Tiffany. Il y a de ça quelques années. En fait, LVMH avait racheté Tiffany au-delà de sa valeur de marché. Donc Tiffany était surévalué. LVMH l'avait racheté quand même, et le delta en fait de surévaluation va être compté dans le goodwill, tout simplement. Si vous achetez, moi je suis une entreprise A, je veux acheter une entreprise B, elle vaut 150 €, mais je vais l'acheter 200 €, et ben il va y avoir 50 € de goodwill. Tout à fait. Et sur les acquisitions qu'a fait Evolution,
Donc on les a notés, hein, Ezugi, NetEnt, Red Tiger, et j'ai plus les autres en tête. Big Time Gaming. Ouais. Mais le goodwill, en fait, est très important. Elle a fait ses acquisitions chères. Non seulement elle a fait ses acquisitions chères, mais en plus elle a dilué les actionnaires pour faire ses acquisitions. Et pour le moment, ces acquisitions ont surtout servi à développer son segment RNG. Comme on l'a vu, c'est un segment qui peine à croître chez Evolution et qui peine à s'implanter. Donc ça, voilà, ça c'est un point aussi un peu négatif à noter. Faut faire attention. Il y a du goodwill, il faut faire attention et il faut pas que Evolution garde cette mauvaise habitude de faire des acquisitions trop chères qui pourraient impacter sa rentabilité à long terme. Voilà, faut pas qu'elle surpaye en fait les acquisitions qu'elle compte faire. Tout à fait. On passe à l'analyse fondamentale. On passe à l'analyse fondamentale. Et on va faire les forces. Le SWOT. Le SWOT. Ouais, le Tout SWOT. à fait. On en a parlé dans le dernier podcast, mais avant de préparer le podcast, on se disait, ouais, sur nos analyses d'actions, elles sont bien, mais on pourrait faire autrement, je pense. Et en fait, on a parlé du fameux SWOT qu'on apprend quand on est au lycée avec le pestel, etc. Et on s'est dit, bah oui, ça peut être sympa. Donc SWOT, c'est, tu veux expliquer vite fait Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Donc c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Donc c'est un modèle d'analyse fondamentale qui permet vraiment de se faire une idée de l'entreprise. Donc moi, ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'on n'a pas juste force, faiblesse, on a aussi opportunité et menace. Et en fait, moi, je trouvais que c'était 2 points qui me manquaient dans mes analyses. J'avais un peu le côté scénario catastrophe que j'ai enlevé, qui est remplacé du coup par les menaces. Et je trouve que le point opportunité est vraiment très intéressant à rajouter parce que ça nous oblige à nous demander, ok, quelles sont la vision à long terme, les opportunités qu'a la société pour continuer à croître sur son marché ou pour se positionner sur des nouveaux marchés. Donc ça, c'est vraiment très bien comme modèle d'analyse. Et donc, on va commencer par le S, Strengths, donc les forces. Force de l'entreprise. Force de l'entreprise. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé, Jean, comme force j'en ai vu 5 principales. Pour moi, déjà, la principale force, c'est qu'elle est leader sur le marché. Ça veut dire que déjà, elle est bien implantée. Donc, sur son segment des casinos en live, on l'avait dit, avec 60% de part de marché. Pour moi, l'autre force, ça va être One Stop Shop, donc son interface unique, qui va avoir un accès au portefeuille. Enfin, les opérateurs vont avoir un accès au portefeuille complet du groupe, à savoir qu'ils sont quand même 600 opérateurs, donc 600, quasiment 600 opérateurs. One Stop Shop, c'est aussi une intégration simplifiée, comme on l'a dit, les jeux ils sont intégrés, ils sont commercialisés plus facilement et rapidement. Là aussi, c'est une force pour moi. Le back-office, il est complet avec un accès aux données des joueurs pour toutes les marques d'évolution. Ça va permettre quoi? En fait, les opérateurs vont récupérer de la donnée fournie par Evolution AB sur leurs joueurs. Et là, ça va permettre donc les campagnes promotionnelles, donc en fait les pubs croisées pour que les joueurs des opérateurs puissent toucher encore d'autres jeux, etc. Enfin, il faut dépenser l'argent. Et quand on aime ce jeu-là, peut-être qu'on aimera ce jeu d'à côté. C'est comme un peu sur YouTube, quand on regarde une vidéo, il y en a au moins 4-5 qu'on a envie de regarder sur le menu déroulant juste à droite. Donc c'est un peu ça, et ça pour moi c'est une force aussi. Une des principales forces, ça va être la capacité à créer des jeux. 110 nouveaux jeux de sortie en 2023, c'est vraiment impressionnant. Le portefeuille de jeux augmente sans cesse. Et on l'a vu, elle a vraiment beaucoup plus de jeux que la concurrence. Ouais. Ça, c'est un point qui peut vraiment être très attractif en fait pour les opérateurs, parce que plus elle a de jeux sur sa plateforme, et plus quelqu'un qui teste un jeu verra un jeu qui va lui plaire et qui va lui donner envie d'aller sur un autre jeu, et donc il va dépenser en fait plus d'argent chez l'opérateur. Donc c'est un point qui est très positif. Il y a une autre force aussi qui est un peu plus sympa à voir, c'est que Evolution AB, même si c'est un acteur purement, pas dans l'informatique, mais dans les logiciels de live, etc., elle cherche une verticalité, notamment avec donc The Job Shop, on en avait parlé juste avant, mais The Job Shop, en fait, c'est leur atelier de fabrication qui va s'occuper de concevoir, de personnaliser selon le branding des opérateurs, donc les tables de jeu. À savoir que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est passé de 700 tables de jeu en 2020 à 1600 tables en 2023. Donc, on peut dire que l'atelier, il perd pas son temps, quoi. Il construit et il conçoit énormément. Pour moi, c'est une force parce que
Evolution AB va pas sous-traiter cette partie-là, mais va vraiment faire ça en interne. Et donc, il va pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est ses ateliers, donc c'est de l'immobilier. Ce sont son équipe d'ouvriers, enfin de personnel qualifié. Et là, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que si on sous-traite, bah forcément, on perd en rentabilité. Enfin, on peut perdre en rentabilité. Et pour moi, la dernière force, bah, tout simplement, ça va être sa base de clients qui est solide. Hein. Avoir BetClick, DraftKings, Unibet et PokerStars en portefeuille, ça reste quand même assez impressionnant pour moi. Tout à fait, effectivement. Moi, j'ai noté à peu près les mêmes choses que toi. Donc, on a 110 nouveaux jeux, comme tu l'as dit, qui ont été créés en 2023. Ça, c'est une vraie force d'évolution de pouvoir toujours créer les nouveaux jeux et de pouvoir délivrer de plus en plus de jeux. En plus de ça, comme on l'a vu, elle écrase vraiment la concurrence en termes de nombre de jeux. Il y a aussi beaucoup de skin in the game, je trouve. Donc ça, c'est un point qui est très positif, puisque les deux fondateurs font toujours partie du board. Ils ont toujours plus de 10% de part dans la société. On a les top managers qui sont fortement impliqués. On l'a vu avec le CEO qui a 67 millions en jeu, le CSO qui a 70 millions en jeu. Donc on a vraiment beaucoup de skin in the game. Également, on a un programme d'incentive côté management qui est orienté long terme et vers la valorisation de l'action à long terme. Donc ça, alors, incentive, juste. Ah oui, donc incentive, ça va être les programmes en fait qui vont inciter. Donc incentive, c'est de l'incitation. Donc ça va être tous les programmes de rémunération, de récompense, de primes accordées au management. Et en fait, ils sont rémunérés notamment sur la valeur de l'action, mais à long terme. Donc en fait, plus l'action va prendre de la valeur à long terme, plus le management va être rémunéré. Donc ça, c'est un très bon point. Ok. Également, donc on l'a dit, One Stop Shop. Aussi, on peut noter que le business model B2B est plus prédictible et il y a moins de rotation aussi dans la part des clients que un business B2C. Et on a également moins de risques de régulation, en plus de revenus qui sont plus prédictibles, puisque les risques de régulation vont aussi peser notamment sur les clients finaux d'Evolution AB, puisque c'est eux qui vont avoir à faire tous les KYC au niveau de leurs clients, donc Know Your Customer, pour notamment vérifier qu'il n'y ait pas de blanchiment d'argent. On sait que ça, c'est une problématique qui est très importante pour les casinos. Et on peut noter aussi qu'il est souvent plus rentable pour un casino de s'intégrer à Evolution, même en payant les frais de setup et les commissions de 30%, que de développer ses propres solutions en interne, puisque Evolution a déjà toute l'infrastructure qui est mise en place. Et pour Evolution, ça coûte beaucoup moins cher de rajouter une webcam et une table dans un hangar qui est déjà fait pour faire tourner ses jeux, que pour un casino de développer toute l'infrastructure, de recruter le personnel, de créer ses propres tables, etc. Et pour créer 1, 2 ou peut-être une dizaine de jeux, alors qu'Evolution AB va en créer 110 à côté. C'est ça, ils en créent 100 par an. Enfin, ils peuvent pas lutter. Ils peuvent pas lutter. Donc, on vous a présenté les forces d'Evolution AB. On en a trouvé quand même quelques-unes chacun. Enfin, il y a de quoi dire sur les forces. Mais il y a toujours des forces, il y a toujours des faiblesses dans une entreprise. Dis-moi, Hugo, les principales faiblesses d'Evolution. Au niveau des faiblesses, moi j'en ai trouvé 3 principales. On peut noter que le goodwill sur les acquisitions a été élevé. Les acquisitions qui ont notamment été faites en diluant les actionnaires et qui ont été faites pour accroître la capacité d'évolution sur le segment du RNG et pour se développer sur le segment des RNG, donc Random Numbers Game. Mais aujourd'hui, c'est un segment qui peine à croître chez Evolution. Elle a du mal à s'implanter sur ce segment. Elle fait très peu de croissance par rapport à son segment live, avec à peu près 3-4% de croissance sur le segment RNG, donc c'est vraiment très très faible. Donc ça, c'est un point qui est négatif, c'est un point qui plombe aussi, je pense, le cours de l'action, puisque goodwill plus dilution plus des acquisitions qui ont du mal à être rentables, forcément, c'est un point qui est négatif. Donc on l'a dit, les actionnaires aussi ont été dilués pour faire des acquisitions, et ça, la dilution, on n'aime pas en général quand on est actionnaire. C'est clair. Et on peut noter aussi que Evolution est fortement dépendante envers ses employés, qui doivent constamment être formés et qui sont difficiles à recruter. Il y a beaucoup de turnover, parce que croupier, c'est un métier qui est quand même à faible valeur ajoutée. C'est souvent des étudiants qui font ce métier-là, c'est souvent... c'est des emplois assez peu rémunérés, assez mal rémunérés, mais qui demandent quand même une qualification. Il y a une formation, il faut apprendre à distribuer les cartes, il faut apprendre à faire des trucs stylés avec les cartes, tout ça. Ça demande quand même une certaine compétence, c'est pas juste, moi je sais pas, employé chez McDo, on peut l'apprendre assez facilement. Oui, parce que toi, tu vas derrière ton écran, si tu vois que le gars, le croupier, il distribue mal les cartes, etc., c'est ça. Tout de suite dans ta tête, tu vas dire, oh là,
mec, c'est de la fraude, etc. Toi, t'es pas Exactement. derrière l'écran, donc En plus, il y a t'es... tout un tas de réglementations à respecter. S'il y a une carte qui tombe, si le dé est mal lancé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de process qui sont mis en place, qui sont très réguliers, très cadrés. Il doit avoir aussi des compétences commerciales, parce que Oui. faut donner envie à travers l'écran, encore une fois, c'est plus compliqué de relancer une partie, parce que le but, c'est que le client, il joue une partie, il perd son argent, mais il relance ensuite, il veut la belle. Tout à Tu fait. vois, il veut la revanche, la belle, etc. Et il y a aussi des compétences linguistiques, hein, Oui. parce que c'est mondial. C'est forcément. Donc, faut que en plus, comment dire, les ateliers, enfin, les studios sont dans des pays de l'Est, mais donc, faut qu'ils puissent parler asiatique, anglais, français. Donc, il y a quand même, c'est du personnel qualifié. Comme Ouais, t'as dit. effectivement, les studios, ils sont dans des pays pas touchy, mais en général, ils sont dans des pays avec des taxations avantageuses. Notamment, on a des studios à Malte, on a des studios dans les pays d'Europe de l'Est, comme tu l'as dit. Lettonie. Lettonie, Lituanie, Estonie. On a aussi des studios en Amérique latine. Il y a quelques studios en Asie. Il y a aussi des studios aux États-Unis. Mais Il y en a pas globalement, en France, quoi. non, il n'y en a pas en France et globalement les studios sont implantés dans des pays où le coût salarial est pas forcément très élevé, ce qui est normal pour la rentabilité, mais du coup ça crée de la difficulté à recruter du personnel qualifié et surtout à le garder puisque forcément vu que les métiers sont assez peu rémunérés, mais on a beaucoup de turnover. Ouais. Donc ça, voilà, de mon côté, est-ce que toi t'as trouvé d'autres faiblesses? Alors, moi, j'ai trouvé d'autres faiblesses. Donc, on a les mêmes, hein, grosso modo, sur la dilution de l'actionnariat et sur la forte dépendance à ses employés. Mais moi, j'ai aussi vu que, certes, son chiffre d'affaires, il est mondial, mais 3/4 du chiffre d'affaires est basé en Europe et en Asie. Ouais. Donc, la diversification géographique, pour moi, elle existe, hein, mais elle n'est pas non plus énorme comparée à d'autres sociétés, par exemple. Là, on voit que l'Europe, ça représente quand même une très belle partie de son chiffre d'affaires. L'Europe, on le sait, c'est ultra régulé. L'Asie, ça peut changer du tout au tout assez vite, hein, parce que la Chine, etc., c'est quand même des secteurs un peu touchy, enfin des endroits un peu touchy, en tout cas niveau réglementation et loi. Donc, pour moi, c'est un peu comme une faiblesse, parce que 3/4 du chiffre d'affaires qui est basé dans 2 régions, et on voit qu'aux États-Unis, elle a quand même du mal à s'implanter. Enfin, pas du mal, mais c'est très long. Donc, il y a quand même beaucoup à faire. Moi, je considère pas ça comme une faiblesse parce qu'en fait, ça s'explique assez simplement dans le sens où l'Europe, c'est son marché historique, donc c'est forcément le plus gros aujourd'hui. Donc, c'est un marché mature maintenant. C'est ça. L'Asie, c'est un marché dans lequel elle a encore pas mal de potentiel de croissance et elle est très bien implantée parce que les Asiatiques sont friands des jeux d'argent et sont vraiment sont très joueurs. Ils aiment beaucoup les casinos. Et les États-Unis, en fait, c'est un marché qui est assez récent pour Evolution. On l'a vu, elle a intégré les États-Unis qu'en 2017. Et surtout, les États-Unis, la difficulté là-bas, c'est que chaque État a ses propres régulations, ses propres réglementations. Et donc, en fait, Evolution doit obtenir les autorisations d'exercer dans chaque État des États-Unis. Là, en fait, 5 États, là, de mémoire. Ouais, 5-6 États, enfin, à peu près. sur d'autres villes. Et donc, en fait, c'est vraiment un développement qui est assez lent parce que ça se fait État par État, ça prend du temps. Il faut qu'il y ait, donc il y a tous les délais administratifs pour obtenir les autorisations à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas encore suffisamment implantée en Amérique du Nord, mais je pense que c'est aussi une opportunité, comme on va le voir juste après. Mais c'est pas tout, moi j'ai trouvé une autre faiblesse, mon cher Hugo. Il y a quand même une dépendance au top 5 de ses clients. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Oui. Oui, parce que ça, les top 5 clients d'Evolution AB représentent 41% du chiffre d'affaires en 2023. Ça veut dire qu'ils perdent ces 5 clients. Je sais pas, ça peut arriver, hein, ils perdent ces 5 clients. Il y a 41% du chiffre d'affaires qui part. Donc là, ça reste pour moi quand même assez problématique. Enfin, ça reste une faiblesse qui est pas des moindres. Pour moi, bah, je l'ai mis en première position, tu vois, pour te dire. Ouais. Donc, il faut faire attention et il faudra bien vérifier les prochains rapports annuels, les prochains trimestres. Parce que si on voit, par exemple, dans le trimestre, on a perdu un gros client, bah, Tout à fait. Ça va faire peur. Hein. En sachant que pour le moment, la tendance est plutôt à l'inverse. Evolution gagne des gros clients par rapport à ses concurrents. On l'avait avec Bet365. Mais oui, effectivement, le risque de concentration sur ces gros clients, c'est un risque non négligeable. Oh, absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les opportunités? Bah écoute, j'en ai compté 4. Pour moi, ah ouais. Pour moi, bah déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est en croissance, donc ça veut dire qu'il y a du potentiel à l'avenir. Le marché mondial des jeux d'argent en ligne, on a vu un CAGR de 20% depuis 2019, donc ça veut dire qu'il y a encore de belles choses à faire sur le secteur. Hein. C'est pas un secteur comme
j'ai envie de redire comme Téléperformance ou voilà. Il y a aussi un potentiel d'expansion sur les marchés donc d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, hein, avec un chiffre d'affaires actuel à 12% et 7% pour l'Amérique latine. Donc même si c'est long, comme on l'a vu avec les États, etc., au fur et à mesure, il faudra un par un. Mais il y a quand même un beau potentiel, parce qu'on sait que les Ricains, ils aiment jouer. Ils aiment jouer de l'argent, ils aiment quand ça claque. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire là-bas aussi. Il y a aussi le segment RNG. C'est quand même une croissance où il y a quand même pas mal de choses à faire. Le CAGR, il est de 20% sur ces 4 dernières années. Donc, il faut continuer de le développer pour réduire le segment live et gagner en performance, gagner en termes de chiffre d'affaires sur le segment RNG. Ouais. Et il y a pour moi, il y a une croissance aussi potentielle sur l'achat de concurrents. Il peut continuer à racheter des concurrents parce que il n'est pas endetté, il a du cash. Même s'il a dilué, ça reste quand même une entreprise qui est très très saine financièrement. Et ça reste une dilution quand même qui est relativement faible. Oui, voilà, c'est pas non plus scandaleux. Il peut intégrer, Evolution AB peut intégrer l'IA au fur et à mesure dans ses jeux, par exemple pour compenser des éventuels salariés qui veulent arrêter, etc. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un très bon point parce qu'ils en parlent de l'IA lors de la dernière publication de résultats. Et le CEO, je trouve, a eu une prise de position sur l'IA qui est vraiment très pertinente, dans le sens où il y a un analyste. Donc ça, si vous voulez, regardez les transcripts. Vous pouvez les retrouver un peu partout, hein, les transcripts. Et lisez donc les Q&A, les questions avec les investisseurs. C'est souvent très intéressant. Et on a un analyste qui a demandé au CEO, donc Martin Carlson, qu'est-ce que vous pensez de l'IA et est-ce que vous voyez des opportunités de croissance sur l'IA pour Evolution? Et Martin Carlson a dit un truc que je trouve vraiment très juste, c'est qu'il a dit il faut faire attention avec l'IA parce qu'aujourd'hui toutes les entreprises ont tendance à mettre de l'IA partout et à dire IA parce que ça fait monter les cours de l'action, parce que ça attire des investisseurs et parce que ça fait bien, c'est à la mode. Et lui, il a dit justement, nous on n'est pas du tout dans cette optique-là. On veut pas intégrer de l'IA pour intégrer de l'IA et parler de l'IA pour parler de l'IA. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pas dans le momentum aujourd'hui et que je pense le cours de l'action en pâtit, c'est parce qu'ils sont pas dans cette dynamique d'intelligence artificielle. Et il a dit qu'ils étaient en train d'explorer, mais de manière réfléchie et de manière modérée, les pistes sur lesquelles ils pouvaient intégrer l'IA dans leur solution. Et notamment, une des premières pistes et une des premières intégrations qu'ils ont fait, c'est pour tout ce qui va être suggestion de jeux. Donc quand vous jouez à un jeu, les prochains jeux qui vont vous être suggérés, ça c'est du machine learning, c'est un algorithme donc de l'IA entre guillemets qui va faire cette suggestion en apprenant vos méthodes de consommation, etc. Mais vraiment ils ont une approche très rationnelle et surtout très honnête, je trouve. Okay. Ça c'est un très bon point, côté management, d'être honnête. Ils vont pas nous dire oui on va implémenter l'IA et révolutionner le marché pour dire l'IA quoi. Ils sont honnêtes, ils sont francs. Et c'est un très bon point, je pense. Ok, donc bon, on a vu l'IA, merci pour pour ton point là-dessus. Et il y a aussi, je pense qu'ils peuvent encore continuer l'offre de personnalisation via The Job Shop. Là aussi, je pense que c'est vraiment, ils peuvent tellement pousser ça très loin dans leur atelier. Donc voilà, il y a quand même pour moi de belles opportunités sur Evolution AB. Et toi, Hugo, est-ce qu'on a à peu près les mêmes ou t'en as vu d'autres? Pas vraiment. C'est bien, il y en a plus. Mais c'est très très bien. Moi, j'ai noté que je suis tout à fait d'accord avec les tiennes et j'ai noté que le RTP est plus important sur les jeux en ligne que sur les jeux physiques. Donc, le RTP, qu'est-ce que c'est? C'est le Return to Player. Donc, en fait, il est toujours inférieur à 100, vous le savez. Quand vous jouez au casino, c'est la maison qui gagne, c'est jamais vous. Clair. Donc, vous aurez jamais un RTP supérieur à 100, ce qui fait que vous perdrez toujours de l'argent sur le long terme au casino. Mais globalement, ça veut dire que vous avez plus d'argent qui vous est retourné sur les jeux en ligne que dans les casinos physiques. Donc en fait, les probabilités sont plus en votre faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de coûts. Tout simplement, il y a moins de coûts, donc ils peuvent se permettre d'avoir un RTP supérieur. Et ça fait que ça peut inciter de plus en plus de joueurs à jouer en fait sur des jeux en ligne plutôt que dans des casinos physiques, tout simplement parce que c'est plus rentable. On peut noter, je crois que tu l'as dit, que l'Amérique du Nord est un nouveau marché pour Evolution AB, un marché qui a beaucoup de potentiel. Ils sont implémentés que dans 5 États. Je crois qu'il y en a 52, plus quoi. Combien d'États aux États-Unis? 52, 54, 56 bon, c'est dans la cinquantaine. Ouais. Donc il y a encore un x10 potentiel. Donc c'est très très bien. Les marchés émergents également sont un terrain de croissance
énorme pour Evolution AB, notamment l'Amérique latine. Les Américains du Sud sont aussi très friands de jeux d'argent. On peut penser à l'Asie toujours, qui a un fort potentiel de développement. Moins l'Afrique et le Moyen-Orient, je pense, parce que Non, c'est pas dans le... pas trop adéquat avec la religion là-bas. Et également, on peut noter que les nouvelles générations auront probablement plus tendance à aller sur des sites de casinos en ligne, notamment parce qu'il y a beaucoup d'influence, on peut penser, de la part des streamers. Il y a beaucoup de streamers Twitch, etc., qui sont sur des jeux d'argent, sur des jeux de casino, et d'ailleurs beaucoup sur des jeux d'évolution. Il y a beaucoup de jeux d'évolution qui sont mis en avant au travers des streamers, qui touchent les plus jeunes générations. Alors, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Chacun se fera son avis. Ici, on expose les faits. Mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes générations sont plus influençables, sont plus malléables et auront, je pense, beaucoup plus de tendance à aller vers des jeux d'argent en ligne qui sont plus accessibles et plus simples pour eux que des casinos physiques. Mais c'est vrai que c'est un bon point, je te coupe rapidement ce que tu dis là, parce que la nouvelle génération, elle achète en ligne, elle consomme en ligne, elle achète, elle va plus au ciné, elle achète en streaming, elle achète tout via Internet. Et la nouvelle génération, c'est aussi la génération de la facilité. Ouais. Aller au casino, nous par exemple, on habite en Île-de-France en ce moment. Le casino, il y en a qu'un principal, il est à Anguin-les-Bains, il est à 1h30 d'ici, tu vois, en voiture. Donc là, il faut quand même se dire que on peut allumer l'ordinateur et te faire du casino en live avec une vraie personne derrière toi. T'as pas besoin de faire 1h30 de voiture pour aller à Anguin-les-Bains. T'as pas besoin d'aller à la banque, au guichet pour tirer ton cash. Ouais. C'est quand même de la facilité. Et je pense que oui, comme tu as dit là, à mon avis, pour la nouvelle génération, c'est une autre façon de consommer, mais c'est une façon de consommer qui est plus simple et qui est plus dans l'air du temps de nouvelles générations, en tout cas de notre génération. Et qui est aussi peut-être plus ludique, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus ludique d'aller au casino physique. Ça dépend pour qui, mais tu vois, les jeunes générations, je pense qu'ils sont beaucoup sur Twitch, sur des trucs comme ça. S'ils voient leur streamer préféré qui montre un jeu d'argent, et en plus souvent les statistiques sont pipées quand c'est les streamers, ils gagnent beaucoup plus et beaucoup plus souvent que les vrais gens. Ils vont plutôt avoir tendance à suivre leur streamer préféré, leur youtubeur préféré, etc. Et en plus, dans les casinos physiques, la population est vieillissante. Il y a de plus en plus, ça c'était, donc j'écoutais un podcast américain sur Evolution, qui parlait de leur propre expérience à Las Vegas, et qui disait que oui, même à Las Vegas en fait, ou même à Atlantic City, tous les gros trucs de casinos comme ça aux États-Unis, il y a beaucoup de vieux en fait maintenant dans les casinos, beaucoup de boomers, et en fait c'est une population qui est vieillissante, et on sent que les casinos physiques sont vraiment en perte de vitesse par rapport aux casinos en ligne. D'accord. Ouais. Bon, Pour les opportunités. Donc, de belles opportunités, je pense, pour le futur. Bon, maintenant qu'on a vu les opportunités, il faut quand même qu'on dise les menaces. Les menaces de l'entreprise. On a trouvé pas mal. Ouais, j'en ai trouvé quelques-unes. Tu veux que je commence? Vas-y. Alors, pour moi, les menaces, bon, déjà, ça va être la réglementation des jeux d'argent, hein, pour les États et aussi pour les régions, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les États-Unis. Là, ça va être région par région. Donc, et puis ils le mettent dans le rapport annuel, il y aura plus de lois, il y a toujours plus de lois, plus de licences à avoir, plus d'impôts et plus de contrôles, surtout en Europe, même si c'est un marché mature, et en Asie, il y a des contrôles. La conformité, elle est complexe à mettre en place, et qui dit complexe, qui dit coûteuse aussi. Donc ça peut être quand même un frein au développement et aussi un frein à l'argent qui rentre tout simplement, même si on le voit, les marges augmentent, etc. Mais faut faire attention, ça reste une menace non des moindres. Pour moi aussi, la menace, c'est une industrie compétitive, parce qu'il y a quand même d'autres acteurs sur le marché, même si on le sait, Evolution AB est très très bien implanté, mais il y a des nouveaux entrants. Alors on est d'accord, les nouveaux entrants sur ce marché, c'est très difficile pour eux, parce qu'il faut qu'ils aient déjà une technologie disruptive pour venir concurrencer Evolution AB. Il faut toutes les régulations, toutes les lois, etc. Il faut qu'ils se mettent au goût du jour. Donc là, c'est pas évident, mais il peut y avoir des nouveaux entrants. Et il y a aussi des fournisseurs déjà existants qui, eux, essayent de s'améliorer. Mais comme on l'a dit, c'est une industrie compétitive, mais Evolution AB est quand même un gap au-dessus par rapport à la concurrence. Ouais. Mais ça reste une menace. Pour moi, en menace, ce que j'ai mis, c'est un secteur qui est en proie au blanchiment d'argent et à la fraude.
tu vas à Anguin-les-Bains, on est loin du boomer. Tu vois, on est plutôt sur le mec qui blanchit. Honnêtement, pour avoir vu, c'est impressionnant. Ce que j'ai vu, c'est donc, pour le blanchiment d'argent et la fraude, c'est plutôt les opérateurs, donc les PokerStars, etc., qui vont être concernés. Mais quoi qu'il en soit, indirectement, ça va évoluer sur Evolution AB. Et c'est là où, en fait, on va pas forcément être d'accord dessus. C'est que, on s'en je pense, mais c'est que Evolution AB, c'est cyclique. Ça reste très cyclique, ces revenus. Il suffit qu'elle perde 5%, elle va perdre 41% de son chiffre d'affaires, hein, 5% de ses clients, enfin le top 5 de ses clients, 41% du chiffre d'affaires. Les paris sportifs, c'est très cyclique, enfin les paris tout court, hein, le monde du casino, les gens, s'ils n'ont pas d'argent, ils vont pas aller jouer au casino, enfin en tout cas ils seront moins tentés de le faire. Et pour moi, Evolution AB est quand même assez dépendante de ces opérateurs. Si les opérateurs, s'il n'y a pas de clients qui viennent se connecter chez l'opérateur, automatiquement, Evolution AB, il n'y aura rien. Alors oui, il y a des, comment dire, il y a des frais de licence, etc., qui sont réguliers, mais on voit que elle gagne beaucoup d'argent par rapport aux 30% de commission. Si les commissions, elles rentrent pas, les 30%, ils auront rien. Donc ça reste quand même pour moi assez dangereux. Bon. Et on le sait, hein, pour en revenir dessus, le secteur en pro au blanchiment d'argent et à la fraude, c'est beaucoup de paradis fiscaux. Moi, j'avais vu quand même qu'ils sont dans des endroits touchy, quoi. Chypre, Curaçao, on a vu la Lettonie, etc. Malte. C'est touchy et c'est de plus en plus réglementé. Les studios, effectivement, sont dans des endroits qu'on pourrait qualifier de paradis fiscaux. Ouais, donc faut faire attention à ça. Et pour moi, la dernière menace, on voit, hein, c'est OSS, c'est du back-end. Il y a un piratage, il y a un bug informatique. Ça fait très très mal. Menace de cybersécurité, effectivement. Ouais, voilà, donc ça reste quand même ça reste pour moi une des plus grandes menaces. Même s'il faut le souligner, ils le mettent en avant dans le rapport annuel. Le OSS donc a fonctionné correctement. OSS, c'est One Stop Shop. Ouais, One Stop Shop a fonctionné correctement 99,93% du temps. Nickel chrome en 2023. Donc ça reste une très grande menace, hein, parce qu'il faut pas que ça déconne, mais pour l'instant ils s'en sortent plutôt bien sur ce sujet. Tout à fait. Voilà, c'était les menaces pour nous. Comme t'as dit la majorité des menaces, effectivement moi j'en ai trouvé deux principales selon moi, donc c'est comme tu l'as dit, changement de régulation, interdiction dans certains pays ou dans certains marchés. Ça c'est vraiment un point qui pourrait faire mal à Evolution, puisque elle dépend des régulations, elle dépend des licences, elle dépend des lois pour exercer. C'est une menace, mais c'est aussi une force, comme on va le voir sur les avantages compétitifs. Et surtout, c'est une menace qui est diluée en termes de risque dans le monde entier, puisque voilà, on n'a pas une régulation dans le monde qui pourrait changer. Heureusement. On a des régulations par pays, même par continent, c'est complètement différent. Aux États-Unis, on voit c'est même différent par État. Donc, ce risque de régulation est quand même relativement dilué. Et on peut noter aussi qu'aujourd'hui, Evolution opère beaucoup dans ce qu'on appelle des marchés gris, notamment en Asie et en Amérique latine. Donc non régulé. Donc moins régulé. Ouais. Non régulé ou moins régulé. Et en fait, les marchés gris, il y a un risque également que ces marchés mettent en place des régulations petit à petit, se professionnalisent, et potentiellement ça pourrait impacter la rentabilité d'Evolution, mais ça pourrait aussi impacter, ça pourrait aussi potentiellement l'interdire d'exercer dans certaines régions. Ouais, non, moi je pense pas non plus. Je pense pas, parce que les jeux d'argent ça a toujours existé, ça existera toujours, et je vois mal un pays aujourd'hui interdire les casinos, interdire les jeux d'argent. Ça me paraît quasiment impossible, mais c'est une menace à prendre en compte. Et ensuite on aurait, comme tu l'as dit, la perte de gros clients, puisqu'elle est très concentrée sur son top 5%, et 41% de son chiffre d'affaires, la perte de gros clients qui pourrait survenir au profit soit d'un concurrent, soit d'un de ses clients en lui-même, hein, parce qu'un de ses clients pourrait se dire moi je veux plus payer les 30% de commission, je vais développer ma solution en interne. On l'a vu, c'est peu probable aussi, puisque les clients sont c'est plus rentable pour eux de passer par Evolution que de développer leur propre solution. On l'a vu, les concurrents sont vraiment en retard par rapport à Evolution. Donc pour moi aujourd'hui, Evolution est vraiment dans une trend très positive à ce niveau-là, donc il y a peu de risques, mais c'est des menaces à garder en tête. Ok. Bon, on a à peu près les mêmes menaces. On a à peu près les mêmes menaces. Tout à fait, en sachant que le risque de cybercriminalité, comme tu l'as dit, est très important. Mais aujourd'hui, je pense que ce risque pèse sur tous les business du monde entier. Mais particulièrement celui-là, tu vois. Oui.
Oui, forcément, la cybercriminalité pèse moins sur Auchan que Ouais, sur, ça bug. C'est chez Evolution AB. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque de destruction par IA sur Evolution. Je pense que l'IA a très très peu de chances en fait de faire le moindre mal à Evolution. Pourquoi? Parce que je l'avais mentionné dans mon On est analyse. au tout début pourrait, là, quand même, de puis l'IA. on pourrait imaginer une génération d'images en temps réel de coupiers. Mais déjà de 1, c'est pas super bien fait. C'est pas super bien fait, aujourd'hui en tout cas. De 2, c'est extrêmement réglementé. Donc je pense pas que ce soit possible, parce qu'il y a beaucoup de process en fait opérationnels. Voilà, tu fais tomber un dé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une carte qui se retourne mal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tout est géré par une machine, donc il y a plus de hasard en fait, j'ai l'impression dans l'IA, tu vois, ça va être que de la machine learning derrière. Bon, ouais. Je pense que c'est rassurant d'avoir un vrai humain derrière l'écran. Parce que ça fait plus, voilà, c'est du hasard. Il peut y avoir un risque d'arrêt sur le dé, chose que une IA jamais, tu vois. Enfin. Ouais. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de. C'est un business qui n'est pas sensible à l'IA et que elle pourrait utiliser, voilà, comme on l'a dit, l'IA, voilà, dans certaines briques pour améliorer ses random numbers game, pour améliorer ses suggestions de jeu, pour améliorer potentiellement son efficience opérationnelle. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de risque à ce niveau-là. Voilà. Ok. Bah écoute, on peut parler de l'avantage compétitif. Ouais, j'en ai trouvé 2,5. Ouais, il y en a un sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Donc pour moi, le premier avantage concurrentiel, principalement, ça va être le coût de changement, donc le fameux switching cost. Une fois que l'opérateur, donc DraftKings, PokerStars et j'en passe, en veux-tu en voilà. Une fois que l'opérateur a intégré One Stop Shop, donc la solution back-end, et personnalisé les tables, le décor et plus particulièrement l'infrastructure avec The Job Shop selon son branding, bah forcément il va pas changer de sitôt. C'est quand même ça reste quand même un investissement impressionnant. Et le fait rien de transvaser ses clients d'Evolution AB à une solution qu'il a fait maison ou chez un concurrent, c'est sacrément touchy. Il suffit que ça bug une fois, les gens, ils vont pas se prendre la tête, ils vont aller chez le confrère. En plus, chez les opérateurs, la concurrence, pour moi, est encore plus accrue. Tu vois. Donc, ça reste quand même un coût de changement assez important. Et pour moi, ça reste vraiment le principal avantage concurrentiel. Ouais. Tu veux compléter un peu là-dessus? Non, pour moi, c'est le premier que j'ai noté aussi. C'est le principal. Parce que ça coûte très cher à implémenter, il y a des frais de setup qui sont très importants. Là, tu m'as dit 40 000 euros par table. Ouais, de 20 à 30 000 euros par table. Il y a des frais de branding aussi qui sont très importants. Et pour moi, un client, une fois qu'il est branché à Evolution, une fois qu'il est installé chez Evolution, pour moi, il peut pas changer. Il peut pas changer parce que ça lui coûte cher, ça lui a coûté cher, parce que c'est rentable pour lui, parce que Evolution, c'est le meilleur acteur du marché, parce que la concurrence est vraiment en retard, parce que ça serait moins rentable pour lui de développer ses propres solutions. Donc vraiment, les coûts de changement, c'est le moat principal d'Evolution. Ok. Pour moi, en deuxième avantage concurrentiel, j'avais mis barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée parce que pour moi, Evolution AB, pour le concurrencer tel qu'elle est en ce moment, c'est vraiment pas évident. Evolution AB, elle a toutes ses licences qui sont renouvelées, elle a des infrastructures, elle a donc réglementation, licence, loi, elle l'écoute et elle se met au goût du jour par pays, par région, par continent. Elle a, on l'a vu, elle a quasiment 170 jeux en portefeuille. Un nouvel entrant ou même un fournisseur déjà existant. Pour concurrencer Evolution AB, c'est vraiment quasiment impossible pour eux, quoi. Faut vraiment créer une technologie qui est disruptive, quoi, carrément, qui enlève One Stop Shop. Et honnêtement, je vois mal un concurrent tout à fait arriver à surpasser les barrières à l'entrée d'Evolution AB. Ouais, et puis moi j'ai noté aussi, effectivement, on a des avantages de coût. On a des avantages de coût qui sont très importants, puisqu'elle a beaucoup de studios, Evolution, et c'est des coûts qui sont décroissants, en fait. C'est des économies d'échelle, tout simplement, puisque elle a des studios qui sont très grands. C'est des espèces de grands hangars dans lesquels il y a plein de tables, il y a plein de caméras, etc. Et forcément, ça coûte moins cher de rajouter une caméra dans un hangar pour un nouveau opérateur que de développer toute une nouvelle infrastructure. Alors, toi, avantage de coût, tu le considères comme un avantage concurrentiel à part entière? Ouais. Ok. En fait, on a 5 types de moats principaux. On a les coûts de changement,
les actifs intangibles, l'effet de réseau, les avantages de coût / économie d'échelle et les marchés régulés / marchés limités. Ok. Alors, si tu veux reparler d'avantages de coût, pour moi, je suis pas forcément d'accord dans le sens où un nouvel entrant peut très bien construire un même entrepôt, peut très bien mettre des caméras, etc. C'est pas non plus, t'as vu, c'est pas non plus son premier poste de dépense, The Job Shop, c'est plutôt petit, tu vois. Mais ça lui permet de proposer ses solutions moins chères que la concurrence et surtout d'être beaucoup plus rentable que la concurrence. On l'a vu avec 63% de marge. Et ça lui donne beaucoup de marge de manœuvre. Tu vois, elle pourrait tout à fait baisser ses tarifs demain, baisser ses commissions si jamais elle devait le faire, parce qu'elle a des marges qui sont indécentes. Et en fait, bah, c'est des économies d'échelle. Une fois que tu as l'infrastructure qui est en place, une fois que tu as le back-end qui est en place, ça te coûte beaucoup moins cher de rajouter des nouveaux opérateurs et de rajouter des nouvelles tables que de tout créer, from scratch, quoi, de zéro. Ouais, je sais pas, moi, ça me pas. En fait, pour moi, un avantage concurrentiel, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. C'est vraiment. Ah, mais il est moins. Ouais, voilà. C'est un avantage qui est moins important que les coûts de changement. Tu vois, parce que. Ouais, avantage des coûts. Il reste quand même même il existe, mais. Bon, tu t'achètes un entrepôt, etc. En fait, ça me fait un peu penser à WeWork, tu sais, la solution, les bureaux, le coworking. Tout le monde est en mode, oui, il a un avantage concurrentiel. Non, il n'a aucun avantage concurrentiel. Tu vas sur la rue d'à côté, tu crées ton bureau, ton truc de coworking, il n'y a plus de WeWork. Il suffit juste que ça soit moins cher. D'ailleurs, ils ont fait faillite. Et ils ont fait faillite d'ailleurs. Mais tu vois, c'est pour ça, mon avantage sur les coûts, bon, il existe, mais c'est pas non plus c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, ça reste les coûts de changement. Ouais. Mais ensuite, on peut noter qu'on a aussi des petits actifs intangibles. Donc là, pareil, c'est comme l'avantage de coût. Il n'est pas exceptionnel, cet avantage compétitif, mais il existe. Puisque les jeux d'évolution font des marques, il y a des brandings à part entière qui sont créés dessus. Okay. Et donc ça peut attirer des joueurs, ça crée de l'actif intangible. En fait, ça crée du branding, de la puissance de marque qui est reconnaissable. Et voilà, si on reprend l'exemple du streamer, t'as ton streamer préféré qui joue sur un jeu d'évolution avec un nom spécifique. J'ai un exemple qui vient en tête. Ouais, voilà, ou même, tu vois, ils ont lancé un RNG sur la bourse. Il s'appelle Stock Market, je sais pas. Ah ouais? Ouais. Putain, incroyable. Et d'ailleurs, ils en parlent dans la dernière annonce de résultats. Et le CEO, il m'a fait rire parce qu'il a dit, on a lancé un nouveau jeu Stock Market qui est probablement familier pour bon nombre de nos auditeurs. et effectivement, bah, tu vois, tu pourrais imaginer un streamer. T'as ton streamer préféré qui joue sur ce jeu-là spécifiquement. Okay. Et toi, t'as envie de jouer à ce jeu-là spécifiquement et pas à un autre, quoi, potentiellement. Ça, c'est de l'actif intangible. Et ensuite, on a le dernier qui lui aussi est très important, je pense, aussi important que les coûts de changement, bah, c'est le marché régulé. Forcément, n'importe qui aujourd'hui ne peut pas monter un studio et vendre des solutions de casino en ligne, ça marche pas comme ça. Il faut acheter les licences, il faut être régulé, c'est réglementé, et ça c'est une barrière à l'entrée qui est impressionnante, et c'est à la fois une menace, parce qu'elle dépend de ces licences, mais c'est aussi une barrière à l'entrée énorme. Un nouvel entrant, pour avoir tout ça, faut qu'il lève tôt, quoi. Mais ça coûte une fortune, il faut des avocats, ça prend du temps, on sait que les administrations, c'est pas ce qu'il y a de plus vif. Et puis en plus, ça évolue, ça diffère selon les gouvernements en place. C'est tout vraiment le temps avoir des avocats qui sont en train de parlementer, négocier. Voilà, il y a une équipe juridique qui est très importante, donc vraiment le fait que le marché soit régulé par les États, c'est un point qui est vraiment c'est un moat énorme aussi, je pense, de la part d'Evolution. Pour moi aussi, j'avais vu un petit moat, quand même un petit avantage compétitif concurrentiel, hein, c'est l'effet réseau. Parce que l'effet réseau, pour moi, Evolution AB a 174 jeux, on a vu, enfin, en tout cas, une bonne centaine de jeux. T'es un client, enfin, un parieur, un joueur. T'arrives dans une interface qui a un jeu et une autre où il y a une centaine de jeux. Bah forcément, tu vas aller là où il y a la centaine de jeux, parce que c'est comme sur YouTube, quand tu regardes une vidéo, t'as toujours envie de regarder celle d'après qui va arriver, ou t'auras toujours du choix à côté. Et pour moi, c'est un effet réseau, parce que plus il y a de jeux, plus les clients vont aller sur cette interface et pas sur une autre. Et forcément, bah, quand ils en parlent entre eux, etc., bah oui, c'est... D'un côté, il va y avoir un opérateur avec une dizaine de jeux, et l'autre, une bonne centaine de jeux. Forcément, on va tous se diriger vers là où il y a le plus de fonctionnalités, là où il y a le plus de jeux, comme sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu vois. Tout à fait. Alors, l'effet de réseau, moi, je vois où tu veux en venir. Tu vois, je vois où tu veux en venir avec l'effet de réseau, mais c'est pas les joueurs en tant que tels qui amènent la valeur, tu vois.
plus il y a de joueurs, plus il va pas forcément y avoir de valeur ajoutée sur les produits d'évolution. C'est pas le nombre de clients et le nombre de joueurs qui vont faire que la valeur des produits va augmenter. Donc, je vois ce que tu veux dire dans le sens où... Ouais, parce que ça va quand même croître. Oui, Plus il y a de clients, plus il va y avoir de jeux. plus il va y avoir de jeux, plus il Oui. va y avoir de rentrée d'argent, plus ça va créer, parce que ils auraient pas créé 103 jeux, 110 jeux en 2023 si en fait les 40 derniers qu'ils avaient créés étaient pourris, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Et je vois où tu vas en venir. Un joueur va en appeler un deuxième, qui va en appeler un troisième, parce que le troisième a vu que le premier jouait à 4 jeux différents, et sur son interface One Stop Shop, bah, tu peux jouer à du lancer de dés, tu peux jouer à du poker, à de la roulette, à du baccarat. Tu vois, c'est tellement vaste, c'est pas comme si c'était une interface où il y avait 10 jeux différents sur du lancer de dés. Là, et tu peux jouer à tout, même le mec qui veut jouer sur de la bourse, tu vois, sur stock market. Pour nous, bah, alors oui, l'effet réseau, il est quand même, on n'est pas sur du Snapchat, on n'est pas sur du WhatsApp ou du Meta, mais il est quand même présent. Tout à fait. Le portefeuille de jeu est quand même tellement impressionnant que ça aspire la foule, quoi. Ouais. En tout cas, je pense qu'on est d'accord si on devait retenir 2 modes principaux. Ouais, le coût de changement. Coût de changement et le marché régulé. Ouais, barrière à l'entrée. Ouais. Barrière à l'entrée, carrément. C'est ce qui fait que demain, n'importe qui, même si demain on vous donne $1 milliard, vous allez pas aller concurrencer Evolution. Non, c'est pas possible. C'est clair. Ça marche pas comme ça. C'est clair. Ok, donc déjà, bon, on a quand même pas mal d'avantages compétitifs, donc c'est quand même un bon point pour creuser. Là, on a bien creusé, là. C'est un très bon point. On a carrément 1h30. Ouais, et il nous reste à parler du prix. Évaluation du prix. Est-ce que c'est rentable d'acheter Evolution en ce moment ou pas? Alors, oui, ça peut être. Elle est décotée. Elle est clairement décotée. Pour moi, elle est carrément décotée. Alors, à savoir c'est que presque une value place aujourd'hui. Pour moi, c'est plus une value place qu'une. Alors, oui, c'est une valeur de croissance, mais dans la configuration qu'elle est actuellement, le prix et son cours de bourse, même si on n'est pas des gens, on trace des traits, etc., pour voir quand est-ce qu'il faut l'acheter, mais ça reste pour moi une entreprise qui, et c'est un point quand même important, qui n'est toujours pas, malgré ses chiffres, qui n'a toujours pas retrouvé ses plus hauts depuis 2021. Ça veut dire que son cours d'action n'est toujours pas retrouvé depuis 2021. Ce qui reste quand même... Alors, en fait, ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que... Alors oui, elle n'est pas du tout dans le momentum, ça on est d'accord. Les critères ESG aussi, donc environnemental, social et gouvernance, c'est un peu délicat parce que les jeux d'argent, c'est comme le marché de l'alcool, etc. Il n'y a pas trop d'institutionnels qui vont se mettre ça dedans. Pas trop dans la catégorie éthique. Tu vois, voilà, même carrément pas. Donc, et puis c'est dur de faire du greenwashing dessus. Sur du jeu d'argent, ça va être compliqué. Donc, elle est quand même assez décotée en ce moment. Je pense à tort. Ah oui. Je pense à tort parce que vraiment, elle a des chiffres, enfin, financièrement parlant, elle est magnifique. Il y a il y a de la dilution, mais elle reste quand même excellente. Mais fondamentalement, comme on l'a vu, en tout cas, vous pourrez nous le mettre en commentaire, elle est quand même impressionnante, quoi. Elle a du jeu, elle a des avantages compétitifs existants et durables. Donc pour moi, son prix est injustifié. Par rapport à ton application, j'avais vu, elle a une décote de 70% par rapport à son prix actuel. Donc ce n'est pas un conseil à investissement. C'est pas parce que je viens de vous dire qu'elle a 70% de décote qu'il faut tout mettre dessus. Rien n'est un conseil en investissement. Ouais, rien du tout. Donc faites vos propres décisions. Moi, j'avais noté que le PER historique, donc la moyenne des 5 ans sur le PER d'historique, on était à 35 de PER. Et actuellement, on a un PER de 18. Ouais. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, je me fie vraiment au PER en plus, donc c'est quand même pas des moindres. Le prix juste estimé, on est à 2000 couronnes suédoises, donc quasiment 200 euros, à peu près 200 euros. Et aujourd'hui, on est à 105, tu m'avais dit, à 105 euros. Donc, on peut faire un x2. Un x2, donc le premier bagger. Voilà. Non, mais pour moi, l'évaluation du prix, quand même, c'est une entreprise qui est décotée et elle s'inscrit plus dans un value place que dans une pure société de croissance. C'est vachement intéressant parce que j'ai partagé récemment une vidéo d'un mec du Financial Times. Oui, j'ai vu sur Instagram. Qui disait qu'en gros, selon lui, on était dans une bulle sur l'IA. Pourquoi ? Parce que si tu prends les marchés aujourd'hui,
depuis 2021 justement. Si tu enlèves toutes les boîtes qui sont liées à l'IA, en fait, il a fait moins 3%. C'est-à-dire que tu enlèves toutes les boîtes tech qui sont liées de près ou de loin à l'IA, aujourd'hui, les marchés n'ont pas fait de croissance depuis quelques années. Et ça, c'est vraiment synonyme de fort momentum sur l'IA, peut-être de bulle sur l'IA. On en avait parlé et sur la aujourd'hui, vidéo d'avant. voilà, tous les investisseurs, tous les capitaux n'ont Dieu que pour l'IA, Nvidia, les semi-conducteurs, Ouais, tout ça. c'est impressionnant. Donc ça fait que des boîtes comme Evolution qui sont pas du tout là-dedans, et même LVMH même, qui est pas du tout dans le voilà, système LVMH c'est un cas d'école d'évolution aussi, depuis AB. 2021 elle fait rien. Elle fait rien. C'est le même schéma sur la courbe de bourse. Et pourtant, fondamentalement, elle reste identique à 2021, même elle est en croissance, etc. Mais pas du tout dans le momentum. Tout à fait. Donc effectivement, moi j'ai fait quelques simulations, et si on se base sur les méthodes de DCF, donc les discounted cash flow, tu vois, j'en ai fait deux. J'en ai fait une basée sur les EPS, donc les earnings per shares. Si on part sur une hypothèse de croissance des EPS de 20% sur les 5 prochaines années, puis une croissance terminale de 8% pendant 15 ans, ce qui je pense est tout à fait raisonnable pour une société comme Evolution, 20% sur les 5 prochaines années, 8% sur les 15 d'après, le prix juste aujourd'hui serait de 1542 couronnes suédoises versus 1100 aujourd'hui, soit un discount rate, enfin avec un discount rate de 10%, soit une marge de sécurité de 27%. C'est vraiment colossal comme marge de sécurité. Pareil sur les free cash flow, on prend une hypothèse de croissance de 20% sur les 5 prochaines années, 8% sur les 15 d'après, le prix juste aujourd'hui est à peu près à 1538 couronnes suédoises, avec un discount rate de 10%, soit une marge de sécurité de 27% également. Donc on voit qu'on aurait à peu près 30% de marge de sécurité par rapport au prix juste, avec des hypothèses de croissance qui selon moi me paraissent raisonnables. 20% de croissance sur les 5 prochaines années, au vu de l'historique et au vu des opportunités encore qui sont face à Evolution, notamment aux États-Unis, c'est tout à fait atteignable. En plus, tu l'as dit, on a d'autres ratios qui sont vraiment très très faibles. On a un PE de 19 versus 34 sur la moyenne historique. On a un PEG ratio de 0,28. Donc le PEG, explique vite fait. Le PEG, c'est le PE divisé par la croissance des EPS. Donc si c'est inférieur à 1, c'est très très bien. Donc là, on est vraiment très très inférieur à 1 à 0,28. On a des price to free cash flow à 18 au lieu d'une moyenne de 50 historiquement. Et on a un price to free cash flow gross, donc l'équivalent du PEG mais avec les free cash flow, à 0,23. Donc c'est vraiment, vraiment très très faible. Pareil sur les free cash flow yield, on est à 5,35% au lieu de 1,99 sur la moyenne historique. Donc même les free cash flow yield sont vraiment très très élevés, hein. Plus de 5% de free cash flow yield, c'est excellent. Et comme on l'a dit, aujourd'hui la boîte selon moi est vraiment décotée. C'est un très très bon point d'achat aujourd'hui. Et je pense que cette valorisation-là ne peut pas tenir à long terme, et le prix de l'action va forcément repartir à la hausse. Une fois qu'on va un peu oublier l'IA, l'intelligence artificielle, etc., je pense que des sociétés comme ça, Evolution AB, Pernod Ricard, qui reste une très bonne boîte, LVMH, elles vont repartir, c'est sûr. Elles sont tellement pas dans le momentum en ce moment que elles sont, les gens ça les intéresse pas. Les gens, ils veulent du cloud, ils veulent du ASML, ils veulent du Nvidia, ils achètent toi des PER de 50, de 60, sans se poser de questions. C'est ça. Et là, on a un PER de 19. Pour une boîte comme Evolution, c'est ridicule. Hein, pour vous dire, GTT, GTT qui fait zéro croissance, qui est une boîte, c'est clair, selon moi, plus que moyenne. Plus que mature, quoi. Plus que mature et surtout plus que moyenne. Hein. Il y a zéro croissance sur GTT. Même GTT a un PE de 22. Hein, pour vous dire, une boîte, entre guillemets, je sais que je vais pas me faire des amis, mais éclatée comme GTT. Et puis GTT a pas d'opportunité plus que ça. Non. Elle est mature, ultra mature. C'est un mastodonte dans son secteur qui est bien précis. Mais à part ça, elle va pas non plus... Non. Enfin, faut pas s'attendre à 10% de croissance sur GTT. Hein. Voilà. Sur 10 ans. Voilà, et on a un PE qui est plus élevé qu'une boîte comme Evolution qui, historiquement, nous a sorti du 80% de croissance des free cash flow. C'est clair. Donc, rien à voir. C'est clair. Et la valorisation, pourquoi elle peut pas tenir dans le temps aussi? Tout simplement parce que, vous le savez, le prix de l'action, c'est les EPS fois le PE. Evolution continue à croître. Au premier trimestre 2024, elle nous a encore sorti 17% de croissance. Du chiffre d'affaires. Hein. Du chiffre d'affaires. Même pas des EPS. C'est impressionnant. Du chiffre d'affaires. C'est énorme. Et donc, en fait, tout simplement, si elle continue à croître vite, les EPS vont continuer à augmenter. Si le PE reste
enfin, si le prix de l'action reste au même niveau, c'est-à-dire que le PE va continuer à diminuer, donc elle va passer sur des niveaux de valorisation de 15, de 10, mais c'est des niveaux en fait qui ne sont pas cohérents par rapport à la croissance que peut proposer Evolution. Donc pour moi, en fait, il va y avoir une telle tension entre la croissance des fondamentaux, la croissance des EPS et le PE, le prix des actions, que le prix va forcément devoir augmenter. Sinon, le PE va être vraiment ridiculement faible et ça va être complètement décorrélé par rapport aux opportunités de croissance de la société, quoi. Tu la considères comme une value place, du coup? Je la considère limite comme une value place. Pour moi, c'est une entreprise de qualité qui est aussi dans le cadre croissance growth, même GARP, hein, pour le coup. Là, on est vraiment typiquement dans du GARP. Hein, c'est de la croissance à prix raisonnable. Et on est presque sur une value place parce qu'on a des niveaux de PE inférieurs à 20. On sait à quel point c'est rare aujourd'hui de trouver des PE inférieurs à 20. Donc vraiment, on a toutes les cases qui sont cochées sur Evolution. Ok. On essaye de finir Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jean, pour conclure sur Evolution? Il y a certains indicateurs à suivre pour ma part. Déjà, par la suite, on a fait une analyse, là, sur nos chaînes respectives. Là, vous avez le deep dive, mais il y a encore des choses à voir. Et au fur et à mesure du temps, il va falloir vérifier notamment, pour ma part, le nombre de jeux qui vont sortir en 2024, etc. Plusieurs aux différents trimestres. Il va y avoir aussi la croissance du chiffre d'affaires, des free cash flow et des earnings per shares à regarder et à vérifier pour voir si ça continue. Il faut qu'on soit encore sur une société de croissance, même si elle est de côté. Faut pas oublier qu'elle est très jeune. L'IPO date de récemment, relativement récemment, 2015. Moins de 10 ans. Donc moins de 10 ans, faut encore continuer de vérifier si elle continue de croître. Faut bien faire attention aussi le renouvellement des contrats avec les opérateurs. Hein. Si elle commence à perdre trop d'opérateurs, ça va se ressentir sur le chiffre d'affaires. Donc il faudra bien faire attention à ça. Le renouvellement des licences avec les États. Là aussi, ils sont quand même assez bien, c'est assez bien détaillé et ils mettent vraiment. Il y a tout un tableau dans le rapport annuel où Evolution AB va dire en fait avec quel État a des licences. Donc là, il y a juste à comparer le rapport annuel de 2022 avec le rapport annuel de 2023 et de 2024 quand il sortira pour voir combien de licences elle a, combien de licences elle a perdu. Bon, là, vous faites la soustraction et l'addition. Vous verrez bien le nombre de licences qu'elle a en plus ou en moins. Et de toute façon, ça se ressentira forcément dans son cours de l'action. Mais c'est pas parce que l'action chute. Faut toujours savoir pourquoi elle a chuté et inversement, pourquoi elle a augmenté. Et donc, attention, comme je vous l'ai dit, à ce qu'elle ne perde pas de licence et de réglementation à l'avenir. Donc, il faudra vraiment, pour moi, c'est vraiment la principale chose à regarder. Tout à fait. Toi, tu as d'autres indicateurs à suivre? Ouais, effectivement. Moi, j'ai quelques indicateurs à suivre, notamment l'évolution du segment RNG. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être crucial. Ouais, c'est vrai. Notamment pour voir si elle arrive à enfin rentabiliser ses acquisitions, à vraiment générer de la croissance sur ce segment. Et je pense que c'est aussi ce qui va convaincre les investisseurs, et c'est peut-être pour ça que le cours de l'action est aussi un peu décoté, parce qu'elle n'a pas encore réussi à convaincre sur ses choix d'acquisition sur ce segment. Il faut suivre aussi l'évolution de la marge opérationnelle. C'est un indicateur qui est très important pour Evolution. Si la marge opérationnelle chute, ça peut être un indicateur négatif, elle peut potentiellement perdre des parts de marché. On a dit aussi, donc, comme tu l'as dit, les licences, la création des nouveaux jeux. On peut aussi noter la création de nouveaux studios. Oui, c'est vrai. Dans le monde entier, ainsi que l'acquisition de nouveaux clients. Donc, tous les nouveaux contrats qui vont être signés. On a vu au premier trimestre 2024 la signature de Bet365. Donc, pour l'instant, on est sur des tendances très positives à ce niveau-là. Et également, aux USA, l'expansion État par État et l'obtention des nouvelles licences dans les différents États va également être à regarder de près, parce que ça peut être synonyme de grosse croissance pour Evolution. Et en termes de mots de la fin, moi vraiment, Evolution, à chaque fois que je me repenche dessus, là je me suis repenché dessus pour cette analyse, j'avais déjà déterminé que c'était une entreprise exceptionnelle, et à chaque fois que je me repenche dessus, en fait, j'essaie de me dire, est-ce que ça serait pas une mauvaise idée, tu vois, est-ce qu'il y aurait pas un loup, est-ce qu'il y aurait pas un problème? Mais en fait, non, à chaque fois, je me dis, je vois pas pourquoi ça serait une mauvaise idée de l'acheter aujourd'hui. Tous les indicateurs sont dans le vert. Quantitativement, c'est parfait. Fondamentalement, c'est parfait. Il y a du moat, il y a de la croissance, il y a des opportunités, il y a du skin in the game. Il y a des investisseurs que j'adore
hein, Oui, notre fameux Chris Meyer, Chris Meyer, encore une fois. qui a Evolution AB en portefeuille. Donc moi vraiment, j'arrive pas à me dire pourquoi ça serait une mauvaise idée d'acheter cette action. Ok. Bah écoute. Et c'est pas un Non, conseil c'est pas un conseil d'investissement comme d'habitude. Elle est sous-évaluée. Ouais, Elle est sous-évaluée comme on l'a dit. Pour moi, c'est probablement une des meilleures opportunités d'investissement à l'heure actuelle. Si je m'étais Dans un pas marché haut comme ça, c'est clair. voilà. Si je m'étais pas fixé la règle des 10% dans mon portefeuille, j'aurais encore probablement acheté. Elle est boudée pour les marchés pour plusieurs raisons, on l'a dit, à cause elle n'est pas dans le momentum, mais aussi de certaines faiblesses en interne, le goodwill, les acquisitions, la dilution, le segment RNG qui peine à croître. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est un très bon point d'achat. On l'a vu avec une marge de sécurité de 27%. Très bon point d'achat. Vous pouvez, je pense, pas un conseil d'investissement, mais que vous prendrez très peu de risques à l'acheter sur des niveaux de valorisation aussi faibles. Et pour moi, c'est vraiment une entreprise qui est un potentiel 10 bagger à l'avenir, voire, pourquoi pas, un 100 bagger. À voir. Parce que c'est une entreprise qui reste encore relativement jeune, avec beaucoup de place pour croître, avec une capitalisation assez faible, 22 milliards de capitalisation. Donc c'est une entreprise qui peut tout à fait se développer pour devenir une 200 milliards. En tout cas, ça serait un 10 bagger. 2000 milliards, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît trop, ouais. À voir dans 20 ans, pourquoi pas. C'est que les gens, ils sont perdus. Pourquoi pas, mais voilà, pour moi, c'est une très très belle opportunité Evolution AB. Moi, personnellement, alors, avant, j'étais pas du tout fan de l'action parce que j'avais regardé ça que assez rapidement. Pour moi, c'était vraiment une action, voilà, ultra régulée, enfin, en tout cas, ultra dépendante aux régulations. Même si j'avais vu vraiment, par exemple, dès le départ que quantitativement, elle était très bonne. Mais, bah, je pense que je vais continuer de l'analyser. Toi, ça fait quand même plus longtemps que tu l'analyses. Moi, ça fait 3 mois que je suis sur le dossier, ouais, donc voilà, là, je commence ça fait quand même deux semaines que je suis sur le dossier, donc pas du tout légitime à l'acheter encore. Mais ça a bien servi de faire le deep dive quand même, d'avoir un peu l'avis, la contre-avis, la contre-expertise. Elle est dans ma watchlist. Elle est dans ma watchlist, chose que elle n'était pas encore il y a 2 semaines. Je vais continuer à l'analyser, donc je sais pas encore si je l'achète ou pas. Si je l'achète, de toute façon, c'est pas pour faire 10% de mon portefeuille, mais ça sera plutôt pour, je pense, voilà. Tâter le terrain petit à petit, voilà, commencer doucement, parce que ce qui me freine, ça reste quand même qu'elle n'est toujours pas arrivée à ses plus hauts de 2021. Donc, bah, j'ai envie de te dire, c'est le cas pour LVMH aussi. Oui, mais LVMH, c'est une action qui est quand même... on n'est pas du tout sur le même secteur, tu vois, LVMH, bon, il y a Bernard Arnault derrière. C'est plus rassurant. Ouais, voilà, on connaît, puis elle est mature, etc. Le luxe, on sait de quoi on parle. Le sac qui a calé dans la rue sur Paris pour voir que ça fonctionne. Evolution AB, ça fait longtemps que j'ai arrêté de parler, tu vois. Donc, elle est dans la watchlist. Je vais continuer de l'analyser tranquillement. Je pense... je sais pas si je l'achète, mais... il y a une grande chance. Elle fait envie. Ouais, elle fait envie. Elle fait envie, c'est ça. Ce qui est sûr, faites-vous votre propre avis. Comme d'habitude, on ne le répétera jamais assez. Ne nous écoutez pas. Partez du principe qu'on dit des conneries. Partez du principe que tout ce qu'on dit, ça peut être faux et que on peut se tromper sur toute la ligne et que s'il faut, on dit qu'elle est très bien, mais que elle peut faire faillite dans 3 mois. Ouais, on sait pas. Ouais. On en a aucune idée. On n'est pas devin. Voilà, on n'est pas devin. Donc faites vos propres recherches. Ayez vos propres convictions. On ne le répétera jamais assez. Et n'achetez pas Evolution parce que vous avez entendu quelqu'un vous dire que c'était bien. Achetez-la parce que vous êtes convaincu au fond de vous qu'elle est bien. Voilà. Faites comme nous aujourd'hui. Essayez de la pitcher pendant 1 heure. Et si pendant 1h40. Ouais, pendant 1h40. Et si vous vous rendez compte qu'au bout d'1h40, vous vous dites, bon, en fait, je la connais pas plus. Bah, c'est pas encore le moment de l'acheter. Continuez de l'analyser. Continuez d'analyser les boîtes que vous avez en portefeuille. Ouais. Lisez. Les rapports annuels, les transcripts des résultats trimestriels, lisez des articles sur Evolution, les news sur Evolution. C'est pas parce que c'est en anglais que c'est compliqué. Non, moi, je suis traduit en anglais. Voilà, donc vraiment prenez votre temps. Achetez que des grosses convictions. C'est gratuit. Vous faites des copier-coller. C'est clair. Voilà, achetez que des grosses convictions. Faites confiance à vos analyses. Et une fois que vous l'avez acheté, c'est 2 ans en portefeuille minimum. 2 ans en portefeuille minimum. 2 ans minimum. Il faut la suivre. Et si l'action est décotée, si le prix baisse, il faut que vous sachiez pourquoi. Ouais. Faut chercher. Parce que si vous ne savez pas pourquoi, vous allez paniquer, vous allez la revendre. C'est ça. C'est comme ça. C'est le principe de l'analyse. Voilà. Bon, bah, sur ce,
Putain, c'était pas mal Deep Dive, hein. Ouais, Ouais, je suis content, là. dites-nous ce Dites-nous que vous en pensez de ce commentaire. format. Il y en a plein d'autres, hein, des actions qui vont arriver. C'est un format qui nous permet d'avoir beaucoup plus de place et de liberté que les formats 20 minutes sur YouTube. Ouais. Euh, Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé la Voilà. vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, n'oubliez pas les 5 étoiles. Voilà. Voilà, faites-vous plaisir et surtout, dites-nous votre avis et dites-nous si vous avez un titre. Des idées de titres. Parce qu'Analyse 360, on sait pas encore. Voilà, on sait pas encore. Et si vous avez une action alors vraiment intéressante, hein, pas L'Oréal, un truc qu'on connaît quand même assez bien. Oh, L'Oréal, ça peut être intéressant, mais un pas... deep dive un peu funky sur s'il une vous action. plaît, pas du Air Liquide, pas du Total, pas du GTT. Non, mais même deep dive sur Apple, tu vois, c'est des actions qu'on connaît, elle a 2000 milliards, elle a 3000 milliards de capi. Non, faut que ce soit des trucs un peu exotiques et des Voilà. trucs un peu fun à analyser que tout le monde ne connaît pas. Nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est un deep dive sur LVMH, quoi. Je pense que... Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas, mais bon, on est tous d'accord c'est là-dessus, on la connaît. et revu, quoi, je pense. Mm. Puis on a les mêmes convictions dessus, donc il n'y a pas trop d'intérêt. C'est bien aussi d'avoir le contre-avis. On l'a vu sur les avantages compétitifs aujourd'hui. Voilà. Bon, sur Très ce, à très bientôt. À très bientôt. On se dit tous les lundis matin à 8h, comme Comme d'habitude. d'habitude, n'oubliez pas et allez nous suivre sur nos chaînes perso aussi. Voilà. Bon, sur ce, Allez. ciao, ciao. Salut. Ciao.